Donc, merci Abiba. Donc, je vais effectivement essayer de vous parler un petit peu des matériaux carbonés utilisés en adsorption. Euh, donc, c'est un domaine qui est tellement vaste que forcément, je ne ferai que le survoler. Et donc, comme en plus vous avez des expériences et des connaissances scientifiques et techniques très variables en fonction dans un tel public, euh, pour certains, ce sera certainement des choses déjà vues. Certains points sont déjà vus et d'autres pour d'autres non. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, je surveille la fenêtre de discussion. Donc, je verrai apparaître vos questions si vous en avez. Et donc, j'essaierai d'y répondre dans la foulée. Voilà. Donc, de quoi je vais vous parler? Alors, c'est pas vraiment un plan, c'est plutôt pour montrer les points sur lesquels je vais parler. Je vais discuter. Euh, Clairement, à l'heure actuelle, il y a deux applications qui sont d'importance pour les matériaux adsorbants à base de carbone, mais aussi dans beaucoup de cas d'autres adsorbants, qui sont les aspects de pollution de l'air et de l'eau et les aspects de stockage d'énergie. Je parlerai plus des premiers, mais je toucherai quand même pas mal un petit mot sur l'aspect stockage d'hydrogène en particulier, puisqu'on s'y est intéressé il y a une dizaine d'années. Évidemment, je vous parlerai du carbone. Alors là, c'est là que je dis que certains connaîtront déjà ce que je vais raconter et d'autres non. Donc, vous parlez de la structure du carbone, de son interaction avec les molécules. Euh, c'est essentiel parce que le carbone est un matériau complexe à plusieurs échelles. Et donc, il est essentiel d'avoir une bonne idée, une bonne visualisation de ce que peut être un matériau carboné avant de se lancer dans une étude basée sur ce type de matériau. Et puis donc, bien évidemment, je parlerai des matériaux adsorbants plus précisément, et donc en particulier de comment on les obtient. Donc, à la fois les matériaux classiques, carbone activé, puis bon, je toucherai un petit mot un peu moins long, mais quand même, sur les matériaux nanostructurés. Et puis surtout, je ne vais pas vous faire un catalogue, je vais surtout me focaliser sur quelques exemples pour vous montrer pourquoi le carbone est utilisé, qu'est-ce qu'il a comme intérêt par rapport à d'autres matériaux, et en particulier pour vous montrer sa très grande versatilité, le fait qu'il soit adaptable à tout un tas de problèmes très très différents. Voilà. Donc, j'aime bien faire un petit peu d'histoire là pour vous montrer que les adsorbants carbonés, c'est pas une histoire qui a débuté avec la révolution industrielle, puisque le fait d'utiliser du charbon de bois partiellement brûlé est quelque chose qui date de l'Antiquité et même avant, puisque avant on l'utilisait déjà pour écrire pour faire des dessins. Euh, et donc, on a utilisé très, très tôt les résidus de bois qui étaient partiellement brûlés, ce qui correspond à l'heure actuelle à une activation à l'oxygène, ce qu'on appelle une activation à l'oxygène. Et donc, on s'est très, très vite aperçu que ces matériaux avaient des propriétés intéressantes, en particulier pour la purification de l'eau. Et donc, on l'a utilisé pendant plusieurs siècles et même des millénaires pour purifier l'eau dans beaucoup de régions où on n'avait pas accès obligatoirement à de l'eau très propre. Les premières formalisations des applications de l'intérêt médical étaient datent à peu près du début de l'ère chrétienne, avec bon évidemment un peu avant Hippocrate, et qui ont montré aussi des propriétés qui étaient antiseptiques et antibactériennes. Et donc c'est seulement avec le début de la révolution industrielle, le tout début, qu'on a commencé à s'intéresser aux matériaux carbonés. Et donc en particulier, bon, pour la décoloration de liquide, on le connaissait déjà, mais surtout la première application, la vraie application industrielle, la première, était le raffinage du sucre. Comment obtenir du sucre blanc, tout simplement. Alors, les carbones activés sont aussi quelque chose qui a une histoire assez ancienne. Le premier type vraiment industriel de carbone activé, c'est ce qu'on a appelé le noir animal. Le noir animal, c'était tout simplement des fours dans lesquels on carbonisait les ossements d'animaux. Et donc, on obtenait de cette façon-là, évidemment, c'était le précurseur carboné, étaient les os. Et donc, euh, même s'il n'y a pas grand-chose dedans qui est lié au carbone, hein, forcément, mais ça donnait quand même un résidu noir. Et donc, c'est le premier adsorbant vraiment important. Et donc, il a fallu attendre 1900, le début du XXe siècle, pour que l'on commence vraiment à mettre en œuvre de façon systématique les matériaux carbonés pour l'absorption, avec le développement des méthodes d'activation et l'application tout de suite à la capture de polluants
etc. Une des premières applications était les masques à gaz pour lutter contre les agents toxiques utilisés pendant les guerres à l'époque. Bien, donc un petit mot sur le contexte pour vous montrer l'importance de ces notions. Le marché des carbones adsorbants actuellement, c'est quand même toujours les charbons actifs ou les carbones activés. Ça représente près de 4 milliards à l'heure actuelle de dollars en termes de marché, et c'est en augmentation constante. On estime que ça devrait, et ça augmente très très vite, hein, avec les problèmes de pollution et les demandes actuelles de filtration dans tous les domaines, même à l'échelle domestique. Et donc, on estime que le marché devrait atteindre 6 milliards de dollars d'ici 2025. En termes de tonnage, ça représente plusieurs millions de tonnes. Il y a beaucoup à l'origine de petits producteurs, de petites entreprises, etc. Il y a eu une très très grosse concentration, comme dans beaucoup d'autres domaines, au cours des dernières années. Et à l'heure actuelle, on peut dire qu'il y a quelques grosses entreprises aux États-Unis. En Europe, il y en a une qui s'appelle Jacobi, qui est basée en Suède, qui a racheté entre autres un certain nombre d'entreprises françaises comme Pika, par exemple. Et puis évidemment la Chine, comme dans beaucoup de domaines, qui a aussi pas mal de producteurs aussi, et qui fournit quand même une grande part de la production mondiale. J'en parlerai, mais évidemment, il n'y a pas que les carbones activés, il y a aussi des tissus de carbone, etc., qui sont commercialisés à l'heure actuelle, donc j'en parlerai aussi un petit peu. Bon, qu'est-ce que je veux faire? Comme je vous l'ai dit, l'essentiel à l'heure actuelle, c'est la dépollution. Donc on va commencer par regarder un petit peu la cible, très rapidement, hein, parce que je ne vais pas vous faire un cours d'absorption, mais c'est important pour voir comment on va fabriquer nos carbones et pourquoi on va les fabriquer comme ça. Donc on va regarder la cible, donc qu'est-ce que l'on veut capturer. Donc il y a un peu de tout, hein, à l'heure actuelle, il y a tellement de polluants qu'on peut difficilement en faire une liste. C'est à l'heure actuelle beaucoup d'hydrocarbures en phase aqueuse, pas mal d'espèces contenant des métaux aussi. Alors c'est pas obligatoirement en phase aqueuse, c'est aussi en phase gazeuse, hein. On a pas mal de problèmes dans des installations, par exemple, de production d'énergie, avec un certain nombre de métaux volatiles comme le cadmium ou le mercure. Et puis évidemment, des gaz permanents toxiques qui peuvent être présents dans l'air. Je ne parlerai pas de tout évidemment, mais le point important, c'est que on va voir que le carbone nous permet de faire tout un tas d'interactions qui vont des plus diffuses, comme les interactions de Van der Waals, jusqu'à des liaisons fortes, en fonction de l'application que l'on vise. Alors, juste quelques exemples. Premier exemple pour vous montrer des hydrocarbures. Donc ça, c'est des choses qu'on a étudiées, qu'on étudie toujours, puisque c'est un problème majeur. Ce sont des pesticides. Donc là, vous avez deux molécules, vous le voyez, qui sont présentes, donc qui sont assez classiques. Donc la première, c'est deux pesticides, tout simplement, le lindane et la chlordécone. Ce sont des molécules qui sont utilisées pour lutter contre le charançon du bananier, qui ont été utilisées pour lutter contre le charançon du bananier aux Antilles. Et donc, vous voyez que ce sont des molécules assez particulières par rapport aux hydrocarbures classiques, puisqu'elles ont un facteur de forme très cylindrique, très sphérique, hein, je dirais. Ce sont aussi des molécules qui ne contiennent très peu de fonctions oxygénées ou de groupements qui sont susceptibles d'avoir un caractère hydrophile. Donc on a affaire à des molécules très stables et très hydrophobes. Donc c'est une des cibles. Vous voyez qu'on est assez loin de certains autres polluants qu'on peut imaginer. Un autre exemple de type de polluant sur lesquels on peut travailler, c'est par exemple tout ce qui est hydrocarbures plus classiques. Donc on en a deux exemples ici. Donc ce sont deux médicaments tout simplement qui sont de plus en plus présents. Donc l'ibuprofène est un grand classique à l'heure actuelle, mais d'autres molécules comme le diclofénac ou d'autres, l'acide clofhibrique, enfin tout un tas de molécules sont présentes à l'heure actuelle dans les eaux de surface et nécessitent d'être capturées. Donc là vous voyez qu'on est dans une configuration complètement différente, puisque on a des fonctions qui vont rendre le système hydrophile et des fonctions tout à fait oxygénées qui sont présentes et qui peuvent donner aussi lieu à des liaisons hydrogènes faciles. Un autre grand volet dans le domaine de l'absorption par les matériaux carbonés, ce sont les colorants. Donc là, je vous montre un exemple avec l'un des colorants, j'y reviendrai,
qui est l'acidol red qui est présent ici, où on voit que là, au niveau fonctionnalité, on est vraiment très très riche, puisqu'on a des fonctions sulfonates en quantité importante, des alcools, des amines. Donc on a vraiment de quoi faire. Puis évidemment, il y a la fonction diazo qui est assez classique pour ces colorants, qui sont les colorants réactifs à base de diazo. Donc, des molécules extrêmement différentes les unes des autres, et donc il va falloir adapter notre matériau à cela. Pour terminer sur ce point-là, je citerai un petit mot sur les métaux, parce que c'est un point essentiel à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de métaux qui sont toxiques. Si je me souviens bien, il y en a 14 qui sont réglementés, par exemple, par les normes françaises. Le point important, évidemment, donc les classiques les plus importants, évidemment, à l'heure actuelle, le mercure, le cadmium, le plomb, le chrome, sont parmi les plus toxiques. Un point important, c'est que ces métaux peuvent être présents sous des spéciations très très variables. Ça peut être le fer zéro, enfin le métal zéro, ou sous forme de cations plus ou moins liés à d'autres espèces, sous forme organique, en particulier pour le mercure. Et donc je prendrai l'exemple du mercure tout à l'heure. Donc le mercure est évidemment extrêmement dangereux, il attaque le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Et donc un exemple classique, c'est la baie de Minamata, qui est un exemple tout à fait classique de pollution au mercure, avec un relargage dans la mer d'un certain nombre de 400 tonnes de mercure. Le point important, c'est que ce mercure, comme beaucoup de polluants, remonte la chaîne alimentaire et donc va se concentrer au fur et à mesure qu'il remonte la chaîne alimentaire jusqu'à arriver à nous, qui sommes en haut de la chaîne alimentaire, et donc on obtient des toxicités très fortes. Et donc ça veut dire que quand on va définir les polluants que l'on va, les adsorbants carbonés, il va falloir réfléchir au fait que on part d'une concentration très faible, parce que à l'arrivée, ça peut faire une concentration forte par accumulation dans les êtres vivants. Donc il va falloir travailler sur cet aspect-là. Dernier point qui n'est pas lié à la pollution, c'est le stockage de gaz. Donc là, je ne vais pas passer beaucoup de temps à vous l'expliquer, c'est quelque chose qui est assez bien médiatisé à l'heure actuelle. Le point important dans ce système-là, c'est que on change un peu de domaine, puisque les molécules que l'on vise sont typiquement le dihydrogène, par exemple. Alors le CO2 est un petit peu différent, mais on vise principalement le dihydrogène à l'heure actuelle. Et donc l'objectif, c'est de comment le stocker. Et donc les conditions, la nature même du dihydrogène fait que pour stocker avec une densité énergétique suffisante, il faudrait monter soit à très haute pression, soit à très basse température, soit descendre à très basse température. Et donc, est-ce que par absorption avec un solide, tel que le carbone, on peut réaliser une absorption suffisamment, avec une densité suffisamment forte pour, dans des conditions un peu moins drastiques que 10 Kelvin ou 700 bars. Voilà. Bien. Voilà. Donc je ne vais pas traîner trop sur le bilan. Donc vous voyez, espèce chimique très variable, phase gazeuse ou phase aqueuse. Donc ça va être très différent, on va le voir, parce que la phase aqueuse, évidemment, est un milieu ionisant, ce qui va jouer beaucoup sur les fonctions de surface. Et puis les possibilités d'interaction avec des solides, qui sont variables, puisqu'on a des niveaux d'interaction qui peuvent être très très différents entre les liaisons hydrogènes, les interactions, excusez-moi, de Van der Waals ou les liaisons chimiques proprement dites. Bien, alors le carbone. Donc là, je vais commencer par des choses ultra simples, et puis après, on va aller plus dans le matériau. Donc là, j'espère ne rien vous apprendre en vous disant que donc, le carbone, on peut l'avoir globalement sous deux formes hybridées classiques, qui sont l'hybridation sp2 et l'hybridation sp3. Donc l'hybridation sp2 est la base de tous les éléments aromatiques, comme ici le benzène, et donc structure, les points importants dans ce système-là, c'est une structure plane, trivalente, donc 3 liaisons à chaque fois. Un point important, c'est qu'évidemment ce caractère trivalent laisse des électrons qui vont former des orbitales pi, et donc ces orbitales pi peuvent se délocaliser sur l'ensemble de la molécule que l'on a ici, et donc ça nous donne un caractère un peu particulier pour ces molécules, et une stabilité tout à fait importante aussi pour ces molécules
de ce fait. La deuxième forme possible, c'est évidemment le carbone sp3, qui est la base de la plupart des hydrocarbures que nous connaissons. Là, tous les électrons sont localisés, puisqu'ils sont dans des liaisons covalentes ou sur l'atome. D'un point de vue thermodynamique, c'est moins stable, puisque on est sur une liaison simple. Là, on est sur presque une liaison double, hein, c'est une liaison presque double. Là, on est sur une liaison simple, et donc du coup, on a une énergie qui est quand même beaucoup plus faible, ce qui veut dire que pour les aromatiques, la chimie est souvent basée sur la substitution sur les carbones aromatiques. Pour les aliphatiques, la chimie est plutôt assez souvent basée sur des cassures de liaison carbone-carbone. Il y a tout un pan de la chimie qui est basé sur ces liaisons de fonctions de cassure. Si je rajoute, si j'essaye de faire un matériau avec ça, globalement j'ai deux solutions. Les deux solutions principales, ça va être avec le carbone sp2, je vais commencer à faire des empilements, qu'on va voir tout à l'heure, qui vont me permettre d'aboutir au graphite. Et avec le carbone sp3, si je fais un matériau pur carbone, je vais obtenir la structure de type diamant. Alors, ça nous donne quoi? Le graphite, en fait, c'est un plan polyaromatique. Donc, chaque feuillet ici, c'est ce qu'on appelle un feuillet de graphène. Et donc, ces feuillets de graphène peuvent s'empiler les uns sur les autres. Et donc, sur un feuillet de graphène comme celui-là, les électrons peuvent se délocaliser sur une plus grande de surface. Et donc là, on va avoir la structure de ce matériau-là, en fait, va être tenue tout simplement par le nuage d'électrons qui se trouve entre les deux feuillets. C'est pour ça que le graphite est un matériau qu'on appelle semi-métallique, tout simplement parce qu'il a des fonctions covalentes pour fabriquer les feuillets de graphène, mais la structure globale 3D du matériau correspond à un nuage d'électrons comme dans la liaison métallique classique. Évidemment, on va avoir une forme cristalline qui va correspondre à ce matériau, et donc globalement, la forme la plus stable, c'est un empilement qu'on appelle ABAB, donc ABA, donc après on recommence, et donc qui consiste tout simplement, vous le voyez, à avoir le centre de la couche B ici, d'un noyau aromatique de la couche B, qui correspond à un atome de la couche A, et donc réciproquement évidemment. Donc ça nous donne une structure hexagonale. La distance ici, dans un graphite parfait, est de 3,35 angstroms. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc c'est la structure la plus stable qu'on puisse faire au niveau thermodynamique. Alors, on peut faire un empilement qu'on appelle ABC, dans lequel on n'aurait pas ce plan A ici, mais un petit peu décalé encore dans le système. Cette structure donne un cristal aussi, qui va avoir un caractère rhomboédrique, et donc ce caractère rhomboédrique est moins stable que le caractère hexagonal, donc que le graphite hexagonal. Mais il peut être présent dans pas mal de matériaux. Donc dans les conséquences importantes, évidemment, ça veut dire que ce matériau est conducteur dans le sens des plans de graphène, puisque les électrons sont mobiles dans ce sens-là, et par contre, il va être isolant si on se place perpendiculairement, puisque les électrons ne peuvent pas passer d'un côté à l'autre. Ce caractère conducteur est utilisé extrêmement dans beaucoup d'applications, évidemment, puisque le graphite sert à faire des électrodes, comme par exemple dans vos téléphones, dans les batteries lithium. Il existe des matériaux graphitiques naturels, donc des graphites naturels, ça existe. En France, par exemple, il y avait une mine dans les Alpes qui était à Lamure, qui fournissait un graphite qui nous a longtemps servi de référence pour les graphites naturels. Mais c'est pas, à l'heure actuelle, ça suffirait pas à faire la production mondiale si on devait uniquement aller chercher du graphite naturel. Alors, le point important avec le graphite, évidemment, c'est que en fonction des matériaux que vous allez avoir, vous aurez difficilement un graphite parfait. Le graphite parfait, c'est ce qu'on appelle le HOPG, donc Highly Oriented Pyrolytic Graphite. Et donc, ce graphite qu'on peut acheter, on peut acheter des cristaux de graphite pour faire des études sur un matériau modèle, mais les matériaux d'usage seront
en général pas graphitique entièrement. Alors, on peut trouver deux extrêmes. Là, j'ai pris des modélisations, des simulations Monte Carlo faites par deux laboratoires. Donc, dans le premier, je vais prendre celui qui se trouve ici à droite d'abord, donc qui a été fait par les gens de Bordeaux, du LCTS, donc Jean-Marc Lessal, qui montre qu'on n'est quand même pas très loin de la structure graphitique, dans le sens où on a des plans de graphène qui sont quand même relativement bien définis. Donc on a cette structure anisotrope très marquée. Par contre, on a pas mal de défauts. Alors ces défauts ne sont pas obligatoirement très importants. On peut voir par exemple ici une structure assez classique, puisque vous voyez que au lieu des cycles parfaits qui sont des cycles à 6 carbones, on a tout simplement ici un défaut qu'on appelle Stonewall, avec un cycle à 7 et un cycle à 5. Sur le plan énergétique, ce n'est pas une différence énorme, puisque vous voyez que on conserve des angles qui ne sont pas très loin de 120 degrés, on a une structure qui reste plane, mais dans d'autres cas, on va avoir des structures un petit peu plus compliquées, qui fait qu'on va perdre la planéité, qu'on va avoir le cas échéant des ponts qui vont se faire d'un graphite, d'un plan à l'autre, et donc on va avoir une structure qui va être désordonnée. Évidemment, si je perds un peu de planéité, la première conséquence, c'est que je vais perdre un petit peu, enfin je vais augmenter un petit peu la distance interplan, et donc je vais passer au-dessus de la valeur de 3,35 angstroms. Je peux aussi aller vers une structure complètement désordonnée. Donc, définir un carbone qui, du coup, va être complètement isotrope. Donc, vous avez un exemple ici qui a été fait par là, ça a été fait aux États-Unis, mais c'était avec Roland Pélinck et Kees Gubbins. Et donc, on a une structure qui est complètement isotrope, complètement désordonnée, mais qui se base quand même sur le même type de carbone. À la base, puisque le carbone sp2 étant plus stable qu'un carbone sp3, c'est quand même beaucoup lui qui se forme. Et d'ailleurs, vous voyez que vous avez des cycles qui se promènent un peu partout dans ce système, qui permettent d'avoir ce type de structure. D'accord ? Donc, on a potentiellement, à partir du matériau que l'on a vu tout à l'heure, une structure soit très anisotrope, et avec un certain niveau d'ordre, soit complètement isotrope. C'est le premier niveau. Il y a encore un deuxième niveau, évidemment, parce que dans beaucoup de cas, un matériau ne sera pas complètement défini uniquement par ces deux structures. On aura un mélange d'un certain nombre de structures. Donc là, on passe à une échelle encore plus grande. Et donc là, on pourra avoir, le cas échéant, alors je vais prendre le schéma d'en bas, qui est plus visuel, on pourra avoir des zones ordonnées, reliées entre elles par des zones qui sont beaucoup moins ordonnées. Alors il y a eu pas mal de modèles, là on ne peut plus tellement faire de modèles atomiques, parce que le nombre d'atomes mis en jeu est tellement énorme que c'est plus possible, mais il y a eu pas mal de modèles, je dirais semi-empiriques ou un peu plus globaux, qui ont été construits. Le plus ancien, le plus connu, est celui qui a été fait par Jean-Noël Roseau et Agnès Oberlin, donc qu'on appelle le modèle de papier froissé, et dans lequel, alors c'est pas obligatoirement très facile à voir, mais vous voyez que on a des structures ici qui ressemblent à celles que j'ai montrées, qui a été modélisée par Jean-Marc Lessal, où on a une anisotropie, où on a des plans, vous le voyez ici, qui apparaissent très bien, et puis au-dessus, on voit très bien un plan de graphène, bon, qui est dessiné, qui est imparfait, mais qui existe. Et donc, cette structure-là, on lui donne pas mal de noms, donc ça va être une zone organisée. Comme il y avait beaucoup de travail en DRX de fait à l'époque, on parlait beaucoup de zones de cohérence et de choses comme ça, et donc on lui donne comme nom soit des USB, donc unités structurales de base, qui vont permettre de faire ça. On appelle aussi un peu improprement des cristallites dans le système, et aussi où vous trouverez très facilement le terme LMO, donc Local Molecular Orientation Cluster, qui permet de bien indiquer que c'est une zone anisotrope et relativement organisée. Entre ces zones-là, on a des structures de pontage, tout simplement, qui vont construire le matériau, qui sont tout à fait typiques de zones de papier froissé, donc que vous retrouvez là. Donc on aura souvent des plans isolés, des choses comme ça, des graphènes isolés qui vont être très, très désordonnés, très froissés, très perturbés, et qui vont servir à faire le lien dans notre système. Et donc, un matériau, du coup, se définit à plusieurs échelles. Il se définit par
je dirais, la qualité, donc l'ordre, le degré d'ordre que vous avez dans les zones organisées, dans les USB, mais aussi par leur taille, leur agencement, leur orientation même, puisque vous pouvez avoir des matériaux où vous aurez une orientation préférentielle, et à l'intérieur de ces USB, donc il y a une certaine qualité qui peut être définie à partir, en général, des rayons X. Alors pour l'absorption, évidemment, ça va tout changer, puisque là, je vous montre deux exemples pour bien montrer cet aspect-là. Je prends juste le cas des gaz permanents, donc, qui sera le cas où la structure va changer le plus, puisque dans le cas des gaz permanents, alors là, vous avez à gauche une absorption d'argon dans un carbone isotrope. Donc là encore, c'est fait, Pic Unix, c'était aussi dans le groupe de Kees Gubbins, donc c'était aussi dans le cadre de ces études sur les carbones désordonnés. Et donc, vous voyez que dans ce cas-là, il est très difficile de définir un vide, ce qui est vide et ce qui n'est pas. Vous ne pouvez pas dire il y a un trou à cet endroit-là et il n'y a pas de trou à cet endroit-là. C'est assez difficile à définir. Les parois, il n'y a pas vraiment de parois de matériaux. Et donc, on a l'adsorbat, donc ici l'argon figuré en violet, qui va aller se loger dans où il peut, tout simplement en fonction des interactions qu'il peut créer localement avec les atomes de carbone. Donc là, si on veut modéliser ça, dans ce système-là, par rapport à de l'absorption, on va avoir besoin ici de travailler sur l'interaction carbone-argon avec un potentiel finalement, alors à la base, un potentiel de Lennard-Jones finalement assez classique. On peut commencer à travailler comme ça. Donc ça va être un potentiel atome-atome finalement. Et donc vous faites la sommation, vous cherchez les endroits stables, enfin, vous ne cherchez pas, par Monte Carlo on y va un peu au pif, mais on finit par trouver les endroits stables, et donc vous voyez que c'est une structure un peu particulière. Si vous avez un matériau ordonné graphitique, vous aurez une différence importante dans l'absorption, parce que là vous pouvez définir une zone qui correspond au matériau et une zone qui correspond à la porosité beaucoup plus facilement. Et donc là il y a une densité importante, une organisation importante, et vous pouvez définir les parois, vous pouvez définir une forme, une taille de pore, ce qui est beaucoup plus difficile dans un matériau désordonné. Et donc, vous allez faire de l'absorption par interaction de chaque atome, par exemple celui-là, enfin il n'est pas bien celui-là, je vais prendre celui-là, cet atome-là, avec l'ensemble des murs que vous avez ici. D'accord? Et donc là, on a finalement une interaction, un potentiel d'interaction, qui est un potentiel entre l'atome et le mur du matériau, le mur du pore. Donc là, on a d'ailleurs des potentiels qui sont plus des potentiels atome-atome comme celui de Lennard-Jones, qui sont des potentiels où on a déjà intégré l'ensemble des interactions possibles avec un fluide de graphène, qui est par exemple ce qu'on appelle le potentiel de Steele, qui est un potentiel entre un atome et un mur de carbone graphitique. D'accord? Donc, vous voyez que en fonction de l'absorption, de la structure du matériau, l'absorption ne va pas se faire suivant les mêmes modes, et donc on aura des interactions évidemment très différentes. Un potentiel de Steele, du fait de la densité atomique que vous avez ici, qui est importante, le potentiel de Steele conduit à des énergies relativement importantes si vous êtes suffisamment près de la paroi. Alors que là, vous voyez qu'on a une densité atomique plus faible, c'est beaucoup plus de la dentelle, ce matériau, et donc du coup, vous avez des zones, les atomes d'argon, disons, doivent aller chercher des endroits où vous avez quelques atomes qui permettent de faire une interaction. Alors, Roger, oui. Roger, me permet, il y a une question. Oui, excusez-moi, je t'ai lancé dans mon truc, j'ai pas. Alors les tailles typiques, c'est très variable. D'abord parce que, disons, ça peut aller à des centaines de nanomètres de largeur. Donc il y a deux caractéristiques qu'on peut définir si je veux, dans une USB, parce que si vous prenez une USB très grossièrement, comme un rectangle, comme ça, vous avez deux grandeurs qu'on peut définir. La première qu'on appelle le LA, et la deuxième qu'on appelle le LC. C'est tout simplement liés A et C sont les deux paramètres de maille hexagonale. Et donc le sens des éléments étant comme ça. Donc
dans un carbone organisé, vous pouvez avoir des zones dans un graphite plus ou moins torturé, par exemple, vous pouvez avoir une taille de plusieurs centaines de nanomètres pour ces USB. Si on regarde ce qui se passe, alors le mieux c'est de regarder en microscopie. Hein. Là, vous avez un exemple, ça fait la transition avec ça, avec un carbone désordonné. Donc là, c'est des travaux, il y a pas mal d'auteurs qui ont cherché à interpréter les images de microscopie de façon quantitative. Donc en France, on peut citer Jean-Noël Rouzot qui a fait un gros travail et Pascaline Pré aussi en procédant un petit peu différemment. Et donc, on voit ici, alors c'est une méthode par interférence, c'est ce qu'on appelle le HR-thème, et qui permet de mettre en avant le matériau. Donc quand vous regardez le thème, vous voyez ça. Alors, vous voyez que à l'œil, on distingue quand même un petit peu un certain ordre, mais bon, il faut vraiment aller le chercher. Donc en faisant un travail de seuillage, etc. sur l'image, on voit beaucoup plus apparaître. Et donc vous voyez que vous pouvez voir apparaître des domaines de cohérence, mais là, si on fait le compte, là vous voyez les deux profils, vous voyez les plans de carbone, ça veut dire que vous avez peut-être 7 ou 8 plans, une dizaine de plans, ça fait 3 nanomètres. 7 ou 8 plans, ça fait 3 nanomètres. Donc, dans un carbone, ça peut aller de quelques nanomètres à des centaines de nanomètres. D'accord? Alors, ça va se refléter sur les méthodes de caractérisation, évidemment. Donc, évidemment, au niveau des rayons X, ça se verra. Ça se verra aussi avec d'autres méthodes. Donc, par exemple, les DRX sont très, très utilisés, évidemment. Pardon. Donc, qu'est-ce qu'on va voir en DRX? Principalement deux choses. La première, c'est la position. Alors, le pic correspondant à 0,02, donc vous prenez l'empilement ABA, hein, d'accord? D'accord? Et donc, ça correspond, le 0,02 hein, correspond à tout simplement le 335 nanomètres que vous avez là. D'accord? C'est la hauteur de la maille. C'est lié à la hauteur de la maille. Et donc, voilà. Donc, le 0,02, pour des rayons X classiques avec une cathode au cuivre, il est à peu près vers 26 degrés le pic. Donc la position du pic vous indiquera une qualité d'empilement, puisque la position du pic, plus vous augmentez la taille de cette distance qu'on appelle D002, plus le pic va se décaler vers les petits angles, d'accord? Donc là, pour un bon matériau, un bon graphite, on a un pic à 27 degrés. Pour un matériau désorganisé, on aura un pic un peu plus à des angles plus petits, qui correspond à une distance peut-être de 3,45 ou 3,50 ou 3,60. Hein. Ça ne change pas, vous atteignez jamais 4, hein, sinon il n'y a plus d'empilement. Et la largeur du pic, par l'application de la méthode de Scherrer, vous donnera le LC, donc la taille du domaine de cohérence, et donc en l'occurrence le LC, puisque là je suis sur le 0,02, et donc on voit ici qu'on a un pic très fin ici indiquant un LC qui est probablement de plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de nanomètres, et là on a un matériau désorganisé avec un pic très très large, et donc un LC qui est beaucoup plus petit, donc probablement de 10 nanomètres peut-être ou moins. D'accord? Donc c'est extrêmement variable. Alors, ce point-là va avoir des conséquences, cet aspect va avoir des conséquences extrêmement importantes, puisque ça va conditionner tout simplement la réactivité du matériau. Pourquoi? Tout simplement parce que si je prends un cristal de graphite, vous voyez que là j'ai mon feuillet de graphène, il est évident que le carbone qui se trouve ici, dans une structure polyaromatique, en plein centre d'une structure polyaromatique, n'a quasiment aucune réactivité. Pour l'attaquer, il faut vraiment y aller très fort. Donc réactivité très faible. La réactivité va donc se trouver dans ce qu'on appelle les plans de bord, qui sont tout simplement les bords latéraux de mon USB, et donc avec des atomes de bord ou des atomes de coin qui vont évidemment être plus réactifs. Tout simplement parce que là, alors on peut avoir des fonctions qui sont présentes, mais on peut même avoir des radicaux qui sont présents aussi, qui peuvent être localisés suivant les cas. Et donc la réactivité est directement liée à la structure d'un carbone, tout simplement.
Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est évident que si vous avez des grands USB de grande taille, vous n'aurez pas beaucoup de plans de bord, vous n'aurez pas beaucoup de bords forcément, alors que si vous avez des tout petits USB, vous avez plein de bords de plans, et donc du coup beaucoup plus de réactivité. Comment on mesure ça? On le mesure tout simplement avec une chimie-sorption de dioxygène. On fait une chimie-sorption de dioxygène à 300 degrés typiquement. Alors on fait à 300 degrés parce que c'est une température où on absorbe, on fait réagir quand même pas mal de choses, mais on ne dessort pas d'oxyde de carbone, on ne brûle pas le matériau. Et donc du coup ça nous permet de, en quantifiant la quantité de dioxygène qui s'est accroché sur la surface à 300 degrés, ça donne ce qu'on appelle l'aire de site actif. Donc ça nous donne une quantité de site actif par unité de surface, en fait, tout simplement, que l'on peut relier à la réactivité du matériau. Du coup, ces points-là vont servir à recevoir évidemment des fonctions de surface, et donc ces fonctions de surface vont être très souvent des fonctions oxygénées, parce que c'est les plus faciles. Donc vous trouverez à peu près tout, on va en reparler un petit peu après, des éthers, des phénols, des carbonyles, etc., des interactions qui résultent des interactions avec le milieu ambiant. Donc tout carbone, dès l'instant où vous le laissez à l'air, et c'est ce qui lui arrive dans les milieux industriels, eh bien, interagit avec son milieu ambiant et va réagir petit à petit avec H2O, CO2, O2. Il va aussi, comme c'est un absorbant, capturer pas mal de choses. Donc un carbone, c'est un peu comme les éolites, c'est des pompes, et ça, de différentes façons, ça va absorber son milieu ambiant. Après, on peut évidemment les modifier pour rajouter, enlever des fonctions, etc. On en parlera, parce que c'est un des intérêts du carbone, c'est de pouvoir modifier très facilement toute sa structure et sa chimie de surface. Les analyses, pour faire ça, alors historiquement, les analyses se font par des méthodes chimiques, tout simplement, qui sont des dosages acide-base, tout simplement, ce qu'on appelle la méthode de Böhm, avec des dosages par différentes acides et différentes bases. On pouvait remonter à différents types de fonctions, évidemment, qui dépendent de la force des acides et des bases qui sont en surface. On l'utilise assez peu, je dois avouer, aujourd'hui, puisqu'on a des moyens quand même assez intéressants maintenant pour travailler, qui sont principalement la spectroscopie de photoélectrons X, donc l'XPS, et la thermodésorption programmée en température, qui nous permet de faire pas mal de choses. Un point important, c'est que, comme je l'ai dit, dès l'instant où vous avez un carbone, il a une certaine réactivité, ça veut dire qu'il réagit avec son environnement, il y a un vieillissement des matériaux carbonés. Donc, chaque fois que vous utilisez un matériau carboné, il change au cours du temps, ça peut être des jours, des mois, ça dépend, mais il change. Deuxième point important, vous pouvez créer une très belle chimie de surface sur votre matériau, mais la thermodynamique finira toujours par avoir raison, et la surface de ce matériau finit toujours par évoluer vers des fonctions stables. Par exemple, si vous faites un matériau hydrophile avec des fonctions acides carboxyliques à la surface, petit à petit, si vous le laissez, même en milieu inerte, ce matériau va évoluer pour finir par fabriquer des semi-quinones et des éthers, qui sont beaucoup plus stables thermodynamiquement. Donc, c'est un point important sur ces matériaux. Il évolue au cours du temps, évidemment. Donc, pour montrer un peu à quoi correspond cette chimie de surface, donc là, c'est des travaux qu'on avait fait à l'époque sur la comparaison XPS TPDMS, donc thermodésorption. Du côté, on va commencer par la thermodésorption. Donc, on a plein de fonctions possibles. Là, je fais juste les fonctions oxygénées à la surface du carbone. Donc, si je commence à chauffer mon matériau, alors j'ai toujours de l'eau, évidemment, parce qu'en fonction des fonctions oxygénées, il y aura toujours un caractère hydrophile. Même si on est sous vide dans l'appareillage, il y a des molécules d'eau qui sont quand même bien accrochées, soit dans les micropores, soit avec les fonctions de surface, etc., et qui vont sortir au bout d'un moment. Donc ça va sortir, vous voyez, vers 100 degrés. Là, on est sous vide, donc l'eau physisorbée de base est déjà partie là. Là, à 100 degrés, c'est des molécules qui sont déjà un petit peu accrochées à la surface. Ensuite, on va voir sortir des carboxyles ici, qui vont relarguer du CO2. Et puis, on va avoir ensuite un départ couplé, vous le voyez, de carboxyles, de CO et de CO2, qui correspond en général au départ d'anhydride et de lactone. Alors, pourquoi on a ces fonctions-là? Tout simplement parce que si vous prenez deux fonctions, j'essaie d'écrire
fait un peu mieux. Si vous prenez deux fonctions, par exemple, carboxyle à la surface de votre matériau, eh bien, soit avec le temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit directement quand vous chauffez dans l'appareillage, vous allez très facilement faire des déshydratations. Hein. Tac. Hop. Vous relarguez une molécule d'eau et vous allez fabriquer une anhydride. Donc il suffit d'avoir deux carboxyles voisins et vous fabriquez une anhydride. De la même façon, si vous avez un carboxyle et un phénol, par exemple, vous fabriquez très facilement une lactone. Donc, c'est ce qu'on retrouve ici. Et puis au-dessus, des températures encore plus élevées, vous allez trouver des fonctions encore plus stables, donc les fonctions éthers, les fonctions phénol, qui vont relarguer du CO. Toujours ces fonctions. Et puis à très haute température, là on restera avec les semi-quinones, qui sont très stables parce que bien intégrés dans la structure aromatique des matériaux. Ceci peut s'étudier en XPS. Alors je rappelle, bien faire attention, l'XPS, c'est une méthode de surface. Donc dans le cas du carbone, on peut considérer que la profondeur de pénétration, c'est 8 nanomètres. Donc, au contraire, des méthodes comme la TPD, la thermodésorption, est une méthode volumique. Donc bien faire attention quand vous faites des comparaisons sur des matériaux carbonés entre XPS et TPD, par exemple, ou entre XPS et analyse élémentaire, eh bien l'XPS est une surface, et entre autres, là vous analysez typiquement 8 nanomètres de profondeur sur votre matériau. Donc là, pour faire ces comparaisons, par exemple, qui était l'objectif, on avait travaillé sur des particules nanométriques pour être sûr d'avoir une bonne comparaison entre volume et surface. Donc le pic qui nous intéressera souvent sera le pic O1S, donc qui se trouve autour de 532 électronvolts en XPS. Et donc on verra apparaître un certain nombre de fonctions. Alors je ne vais pas tout détailler ici, elles sont décrites là. Vous allez dans cette publi-là si vous voulez plus de détails, c'est très bien fait. Et donc on verra apparaître ici des pics. Donc là vous avez plutôt des ponts éthers et puis les CO, CO2, donc les carboxyles qui apparaissent ici. Derrière on a plutôt de l'eau qui peut être accroché au matériau d'une façon ou d'une autre. Et puis bon, il y a encore des satellites qui sont présents dans le système. Donc cette chimie de surface est essentielle, en particulier quand vous faites de l'interaction en phase aqueuse, puisque évidemment, en fonction des fonctions plus ou moins acides, plus ou moins basiques, vous allez avoir un matériau qui va être plutôt positif ou négatif quand vous allez le mettre dans un solvant ionisant, en particulier dans l'eau. Et donc, un matériau acide sera en général négatif dans votre système, ce qui fera très facilement des CO2-, évidemment. Un matériau basique sera positif, et un matériau amphotère, la plupart des matériaux carbonés sont amphotères, et donc, en fonction du pH auquel vous vous placez, seront positifs ou négatifs, et donc, on peut définir un pH correspondant à la charge 0, c'est ce qu'on appelle le PZC, le pH correspondant à la charge 0, pour lequel le matériau est positif ou négatif, et est nul. On bascule du positif au négatif. Donc c'est évidemment quelque chose d'essentiel, puisque ça va conditionner les interactions avec le milieu et avec les polluants que vous voulez capturer. Et donc ce PZC est une caractéristique normalement essentielle du matériau. Ça reste délicat à mesurer quand même, mais bon, il y a différentes méthodes, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon ça m'emmène un peu loin. Mais on a différentes méthodes, mais qui peuvent donner des variations quand même assez conséquentes de PZC. On peut avoir assez facilement une à deux unités de pH de différence en fonction de la méthode de mesure. Mais ça reste une caractérisation de base. Bien, alors je vais maintenant aller, à la limite ça je l'ai déjà raconté, je vais avancer parce que je m'aperçois que je traîne un peu. Je vais maintenant essayer de vous montrer comment on fabrique ces matériaux. Alors je vais partir des matériaux d'usage évidemment. Donc les matériaux carbonés, on va se baser sur un précurseur. Donc ça va être tout ce qui peut donner lieu à un carbone, forcément, donc la palette est très très large. Alors évidemment, il y a deux conditions quand même importantes, plusieurs conditions, mais il y en a une,
c'est d'avoir quand même un certain rendement en carbone. Tout simplement, pourquoi c'est important? Parce que beaucoup de précurseurs, en fait, se résultent de la biomasse, donc sont souvent des sous-produits, et donc très souvent de l'agriculture. Et donc, la biomasse a quand même une teneur en oxygène très forte, et donc, quand vous faites une carbonisation, le rendement en carbone est en général pas très important. Donc c'est un critère de base. Après, il y a le coût, la disponibilité, etc. Donc on va faire une carbonisation et on va faire aussi un traitement physico-chimique parce que, évidemment, à moins d'avoir beaucoup de chance, eh bien, on aura difficilement, juste en chauffant le matériau, on aura du mal à avoir un absorbant parfait et adapté à l'application que vous voulez. Donc, l'objectif de ce traitement physico-chimique sera d'adapter la texture et la chimie de surface du matériau en fonction de l'application que vous visez. Alors les précurseurs, qu'est-ce qu'on peut prendre? Un peu de tout. Alors je vous montre ici l'un des meilleurs. Il y a un marché de la noix de coco, de la coque de noix de coco, tout simplement parce que c'est un très bon précurseur, à la fois parce qu'il a un rendement en carbone correct, mais aussi parce qu'il donne des matériaux intéressants en termes de porosité. Et donc on le trouve très souvent, mais vous pouvez trouver à peu près tout ce qui vient des fruits à coque ou à noyaux. Les noyaux, j'aurais pu vous sortir des publications sur les noyaux d'olive, les noyaux de cerise, les noyaux de n'importe quoi. Vous pouvez trouver énormément de choses. Dans le bassin méditerranéen, actuellement, il y a beaucoup de travail sur les noyaux d'olive parce que le développement des oliveraies dans le bassin méditerranéen a été très important depuis quelques décennies. Et donc, on a ces sous-produits qui sont présents. Mais ça peut être aussi, je vous montre des exemples, avec des résidus de canne à sucre, par exemple aux Antilles, des sous-produits de l'industrie du bois, mais ça peut être aussi des polymères, des résidus de polymères, des déchets, etc. Il y a à peu près tout. Donc les critères, évidemment, il faut que ce soit pas cher, parce qu'on va l'abîmer, et puis c'est le produit de base. Le rendement en carbone, comme je vous l'ai dit. Donc la biomasse est constituée de principalement 3 biopolymères, qui sont la cellulose, donc à base de saccharide, de sucre, la lignine, qui est globalement ce qui donne, qui est plutôt un caractère beaucoup plus aromatique et qui donne une bonne tenue mécanique à la biomasse, et puis l'hémicellulose, qui sont un ensemble de sucres, mais différemment organisés et de structures différentes. Donc tous ces sucres, il faut qu'on a beaucoup d'oxygène, et donc on a une perte en masse importante. Typiquement, le rendement en carbone est de l'ordre de 30% si vous pyrolysez à 700 degrés. Donc c'est pas énorme. Ça veut dire que déjà là, vous perdez les 2/3 de votre matériau de base. Un point important, évidemment, c'est que le fait que dans la biomasse, on peut trouver beaucoup de choses et les matières minérales, non seulement sont présentes, mais ont un impact sur la carbonisation. Donc vous trouvez à peu près de tout, vous trouvez des éléments alcalins, alcalinotéreux, des silicates, des phosphates, etc. Il y a à peu près de tout. Donc exemple, là je vous en montre 3, donc ça c'est des études qu'on a fait à une époque avec l'université, avec Sarah Gaspard, des unitaires de l'université des Antilles et de la Guyane, pour la capture de chlordécone, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc vous voyez des exemples, donc là c'est des algues, donc les algues peuvent être intéressantes, elles ont un bon taux de conversion, sauf qu'il y a quand même pas mal de silice dedans, donc beaucoup de matière minérale. La canne à sucre, évidemment, qui est une des cultures historiques et importantes aux Antilles, et donc une fois que vous avez fait l'extraction du sucre, il vous reste un résidu qu'on appelle la bagasse, qui actuellement est brûlée, donc elle sert dans les centrales d'énergie énergétique. Comme on travaillait en même temps avec des étudiants qui venaient de Haïti, qui est voisin, on a utilisé aussi, vous le voyez, des résidus, c'est des racines de vétiver. Le vétiver, c'est une essence qui est utilisée en parfumerie. Une fois que vous avez extrait l'essence, il vous reste ces racines. Et donc, le point que je vais vous montrer, vous le voyez, c'est que on a des matériaux qui peuvent avoir des quantités de matière minérale très importantes. Et donc, ça veut dire que du coup, vous aurez des hétéroéléments qui seront présents dans votre matériau, ça peut être favorable ou non, mais il faudra en tenir compte évidemment. Alors comment on fait? Il y a plein de choses. De façon artisanale, c'était fait très simplement, on faisait des tas, on recouvrait de précurseurs, du bois par exemple, on le recouvrait de terre pour limiter l'arrivée d'oxygène, pour pas que ça brûle complètement, on laissait juste un petit peu d'entrée d'air au système et on y mettait le feu, tout simplement. Et donc, il fallait ajuster le truc pour que ce soit ce qu'on appelle autothermique, donc l'énergie
apportés par le peu de combustion qu'on avait suffisent à chauffer le système à une certaine température. Bon, maintenant, évidemment, c'est beaucoup plus standardisé avec des fours de pyrolyse ou de gazéification qui fonctionnent de manière industrielle. Qu'est-ce que vous obtenez? Ceci. Donc vous voyez qu'on retrouve complètement, là c'est un extrait d'une publication de Pascaline Pré, qui avait travaillé sur ça, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc vous voyez qu'on retrouve des matériaux totalement désorganisés. On arrive à voir des petits empilements, hein, dans certains cas. Par exemple, là, vous voyez qu'il y a un petit empilement, mais c'est vraiment extrêmement petit. C'est quelques plans, donc c'est des structures qui font 2 nanos. Hein. Donc on est vraiment sur des échelles très très basses. On voit que on a quand même ces notions de plan, hein, qui existent. Vous voyez, ces notions de feuillet qui existent un peu partout. Alors c'est sûr que ça apparaît plus parce que vous le voyez de profil, sinon vous ne le voyez pas. Donc il faut qu'il y ait des plans pour qu'on puisse voir quelque chose de profil par contraste, en thème. Mais vous voyez que c'est quand même une structure extrêmement peu organisée. Donc des feuillets de graphène très petits, des feuillets très très courbés, peu d'empilement. Un point important, c'est que les hétéroéléments influent sur cette pyrolyse. Si vous avez des éléments métalliques, par exemple, des alcalins, etc., le potassium, par exemple, joue sur la pyrolyse. Comme je l'ai montré dans le modèle atomique de tout à l'heure, c'est des matériaux qui sont extrêmement poreux. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a perdu une grande partie de la masse. Si vous prenez du graphite, on serait normalement à 2,2 grammes par centimètre cube. Les carbones activés, on descend en dessous du centimètre cube par gramme. La densité apparente d'un carbone activé industriel, je parle de densité apparente, hein, est de l'ordre de 250 kg par mètre cube, donc très très basse. Alors qu'est-ce qu'on a comme méthode? Je vous donne juste les principales, hein. Je ne vais pas vous faire un catalogue comme je vous l'ai dit. Donc on parle du précurseur, on le met en forme pour faire quelque chose d'un peu homogène, un tamisage pour éviter toutes les poussières, etc. Puis ça permet de séparer un petit peu certaines matières minérales. Et donc là, on a 2 solutions, soit en 2 étapes, soit en une seule. Donc la première étape, en 2 étapes, c'est ce qu'on appelle l'absorption, l'activation physique. Donc on commence par carboniser le matériau dans certaines conditions. Donc là, j'ai mis 800 degrés 1 heure, c'est typique. Et puis ensuite, on va l'attaquer pour créer de la porosité supplémentaire et, le cas échéant, lui donner aussi des fonctionnalités. En général, les moyens d'activation, la vapeur d'eau est beaucoup utilisée. Le dioxygène, le CO2, vous voyez, on prend des choses pas chères, non polluantes, c'est un avantage important de cette méthode. Autre façon de faire, on essaye de faire tout en même temps, c'est-à-dire qu'on va tout mélanger. Donc ça veut dire qu'on commence par mélanger un agent activant avec le matériau. Là, typiquement, les 2 plus utilisés sont l'acide phosphorique et la potasse. Une fois qu'on a bien imprégné le système, il faut que ça prenne le temps de rentrer, hein, une fois qu'on a bien imprégné le système, on va carboniser le tout. Alors vous voyez que ce matériau, c'est en particulier l'acide phosphorique ici, c'est quand même un agent oxydant aussi très fort, et donc ça va participer à l'oxydation du matériau, donc à la création de porosité, etc. Et donc on va en même temps fabriquer le carbone et l'activer. Donc c'est ce qu'on appelle l'activation chimique, et puis évidemment après on va laver l'eau pour enlever l'agent activant en trop. D'accord ? L'activation chimique est très utilisée. On va voir tout à l'heure un exemple. Donc, comme je l'ai dit, la potasse et l'acide phosphorique sont les 2 plus utilisés. On peut citer aussi le chlorure de zinc, mais bon, le chlorure de zinc, on commence à faire avec du chlore et des choses comme ça. Paradoxalement, on connaît assez mal en détail les réactions qui se passent pendant ces phénomènes. Ce qu'on sait, c'est que c'est un caractère déshydratant, donc on va enlever toutes les fonctions oxygénées qui sont présentes sur la biomasse, et donc on va déshydrater. C'est un peu comme en carbonisation, quand vous carbonisez de la cellulose, vous passez par une phase qui est la déhydrocellulose. Donc là, c'est un petit peu le même principe. Et puis évidemment, un caractère oxydant, une fois que vous avez le matériau carboné, que vous avez extrait une grande partie des fonctions. Mais c'est très variable en fonction des matières minérales, du précurseur, etc. Donc c'est assez mal connu. Il y a plein de choses qui vont jouer, évidemment. Donc là, c'est tout le savoir-faire des gens qui ont développé ça depuis 150 ans maintenant. Le rapport massique entre l'agent activant et le précurseur, la température, etc. Il n'y a pas de recette miracle où on dit tiens, je vais faire ça avec ça et puis ça va marcher. On échappe rarement à des essais expérimentaux.
On peut citer cependant le travail à Orléans, donc à l'ICMN, de Benoît Cagnon, qui essaye de faire des modèles semi-empiriques qui relient un peu la structure globale du matériel, du précurseur avec le matériau final. Mais à l'heure actuelle, il n'y a quand même pas de miracle. Alors, oui, je vais en parler un petit peu, je vais vous montrer des exemples de ces effets-là. Donc, qu'est-ce que ça donne? L'activation physique, vous voyez, vous avez un exemple ici. Donc ça, c'est des travaux, il y a eu des centaines et des centaines de publications sur le sujet. Là, je présente des choses qui ont été faites principalement à Épinal aussi, dans l'équipe d'Alain Selzard et de Vanessa Firo. Et donc, là, vous avez la surface spécifique du matériau et en fonction des deux paramètres de base, qui sont le rapport entre le précurseur et l'agent activant, et la température à laquelle vous avez travaillé. Donc le ratio précurseur-agent activant et agent activant sur précurseur est le paramètre de base. On a toujours une courbe assez homogène finalement avec ce système-là et qui présente très souvent un maximum ou un palier au bout d'un moment. Là, si on continue à augmenter, on diminuerait la surface spécifique. Donc, il y a toujours un optimum à trouver, hein, quelque part par là. C'est souvent, on met souvent quand même un taux de précurseur assez conséquent. C'est pour ça qu'il faut laver après aussi, hein, 3, 4, des choses comme ça. Et donc, mais ça dépend du matériau. Je ne peux pas donner de choses, je peux pas donner de recette miracle là. Et donc, on trouvera évidemment. Donc, vous voyez que par contre, la température, c'est beaucoup plus délicat. Là, clairement, les points qu'on voit ici en bas, par exemple, c'est les 3 points avec des ratios. Donc, ces 3 points-là, avec des faibles ratios, on voit que la température n'a pas une importance énorme. Les points ici, avec des ratios importants, on voit que là encore, la température n'a pas une importance énorme. Donc, vous voyez que du coup, sur la température, les effets sont très très contrastés. Il y a autant de conclusions que de publications. Un point important, c'est que vous avez des surfaces spécifiques, vous le voyez, qui sont quand même extrêmement importantes, puisqu'on atteint 3000 m² par gramme. Alors, bon, je ne suis pas là pour vous faire un cours d'absorption, mais je rappelle qu'une surface spécifique de 3000 m² par gramme sur un carbone, ça n'a aucun sens. Le maximum qu'on puisse obtenir, c'est un feuillet de graphène, puisque c'est ce qui est le plus léger avec la plus grande surface pour un carbone. Un feuillet de graphène, il a 2600 m² par gramme de surface spécifique. D'accord? Donc 3000 m² par gramme, ça n'a aucun sens physique. C'est juste un indicateur qui nous dit qu'on a un matériau avec une très forte microporosité. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Mais surtout pas croire que on est en train de mesurer une vraie surface. Hein. Là, c'est simplement un index. Je vais me le marquer parce que c'est important. C'est un index de microporosité. D'accord? Alors, parce que je traîne. Alors, on va voir évidemment un autre point important, évidemment, puisque je n'ai pas parlé de chimie de surface, c'est que en fonction de l'activation, de l'agent d'activation, évidemment, votre matériau va avoir une chimie de surface différente. Et en particulier, il est évident que avec la potasse, vous aurez un PZC qui va être basique, donc un PZC à 10 peut-être ou 11, avec H3PO4, vous allez avoir un PZC qui va être acide, donc autour de 3 par exemple. La deuxième mode d'activation, comme je l'ai dit, c'est en 2 étapes. Donc d'abord on carbonise et ensuite on fait l'activation. Donc là je ne vais pas détailler beaucoup plus. Là encore, ça dépend des méthodes d'activation, mais un point intéressant quand même, c'est que on peut plus facilement contrôler ce qui se passe, puisque quand vous activez le matériau, vous pouvez contrôler la température et le temps. C'est de la réactivité entre une espèce chimique comme la vapeur d'eau et un solide carboné. Donc c'est quelque chose qu'on peut beaucoup plus facilement contrôler que les réactions directes entre H3PO4 et le précurseur carboné pendant l'activation chimique. Donc là, on a des matériaux, c'est plus facile de faire des choses un peu à façon avec de l'activation physique
parce que cette étape-là est mieux contrôlée. L'autre avantage, évidemment, c'est que la vapeur d'eau, ça coûte pas cher, vous n'avez pas de produits toxiques, vous avez un carbone qui n'est pas pollué par des hétéroéléments, etc. Donc c'est quelque chose de tout à fait intéressant de ce point de vue. Alors pour montrer les effets de façon un peu plus globaux, là, pour comparer un peu les deux, là, c'est toujours dans les études qu'on faisait avec l'Université des Antilles, donc c'est la thèse de Sandro Altenor. Et donc, on est parti de bagasse, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, le matériau à base de bagasse, c'est celui qui est en magenta ici, donc vous le voyez, il est là. Donc, on voit qu'on a quand même une microporosité tout à fait conséquente. Je n'ai pas tracé en échelle log, mais vous voyez quand même ici, on a une microporosité qui est quand même assez conséquente, puisqu'on a quand même 200 cc adsorbés. Donc, on est déjà à 0,3 cm3 par gramme là, de microporosité, hein, typiquement. Et puis ensuite, on a une petite mésoporosité. Vous voyez, c'est quasiment réversible. Hein, c'est vraiment des petits mésopores. Ici, donc pas de restriction, rien de particulier, pour arriver à un matériau qui doit être à peu près autour de 0,8 cc par gramme, ici de porosité totale. Donc matériau quand même principalement microporeux. Quand vous activez avec de la vapeur d'eau, ici, c'est la courbe en rouge, vous voyez que vous passez à un isotherme qui est carrément de type 1. Donc on est vraiment dans un matériau purement microporeux. Et donc, pourquoi on a fait ça? Tout simplement, n'oubliez pas que pendant l'activation, on perd encore de la masse. Donc ça veut dire que globalement, on a fait plein de trous, on a rajouté des micropores à notre système, hein, tout simplement, on a creusé. Et la vapeur d'eau a cette propriété, comme d'autres éléments, le CO2 le fait aussi, de creuser des micropores dans le matériau. Le dioxygène, moins. Le dioxygène a tendance à faire des trous un peu plus gros dans le matériau, donc moins de micropores. Avec l'activation physique, vous voyez, c'est très dépendant du ratio. Là encore, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure. On voit très bien que à faible ratio ici, on a un matériau avec une faible porosité, mais qui est un isotherme de type 1. Donc si vous cherchez un matériau purement microporeux, vous pouvez choisir de travailler à cette porosité faible. Elle n'est pas énorme, on l'a vu tout à l'heure, c'est pas une porosité très importante, mais au moins on est sûr d'avoir que des micropores. Si on augmente le ratio ici entre la bagasse et le précurseur, vous voyez qu'on va augmenter la porosité de façon très importante. Donc, vous voyez que là encore, on retrouve cet optimum qui finalement correspond à une augmentation de l'activation. Mais par contre, on commence à faire des mésopores et vous voyez qu'au bout d'un moment, finalement, là, on ne crée pas beaucoup de micropores dans le système. On a plutôt tendance à faire des trous et des trous assez grands, puisque vous voyez que là, on est dans la zone de capillarité, d'absorption capillaire. Et donc, on se retrouve avec un matériau, par contre, qui est très très poreux, parce que vous voyez que là, on a 1100 cm3 par gramme de diazote adsorbé, ce qui correspond facilement à 1,5 cm3 par gramme. Plus que 2, même plus que 1,5. Donc, il ne faut pas obligatoirement dire je cherche la plus grande surface spécifique possible. Un grand nombre de matériaux carbonés adsorbants ont des surfaces qui sont souvent autour de 1500 m² par gramme. Alors, je vais y revenir tout à l'heure, mais un point important, c'est que l'activation physique, finalement, permet de travailler sur des matériaux carbonés existants. Et donc, ça veut dire qu'on peut activer physiquement à peu près tout ce qu'on veut, tout ce qui est à base de carbone. En particulier, à l'heure actuelle, on peut activer, et c'est fait de façon commerciale, des matériaux fibreux, donc tout ce qui est à base de fibres de carbone, de tissus de carbone, etc. Un peu moins couramment des nanofibres de carbone, mais des feutres, par exemple, aussi. Donc, c'est des éléments qui servent à fabriquer des composites carbone-carbone, mais qui peuvent être utilisés aussi très facilement pour fabriquer des matériaux adsorbants par activation. Donc, vous voyez un exemple ici, le Flexorb, il y a l'Actitex, enfin, il y en a tout un tas de matériaux de ce type-là. L'intérêt, évidemment, c'est d'avoir une mise en forme intéressante, puisque si vous avez un tissu, ça permet par exemple de faire un filtre très facilement, sans avoir besoin d'avoir de matériaux granulaires à mettre en poudre, etc. Je reviendrai un petit peu sur les nanomatériaux qui ont aussi donné lieu à des activations un peu plus tard.
Donc voilà, vous voyez un exemple d'activation physique sur une fibre de carbone. Donc là, c'est une fibre assez classique. Vous voyez la taille, elle est petite, hein, cette fibre, c'est une petite fibre. Parce que vous voyez qu'elle fait 3 microns de diamètre à peu près. Et donc, c'est de la Titex, hein, ce matériau. Et donc, on voit très bien que la surface a été quand même très corrodée par l'activation à la vapeur d'eau. Ce qui n'est pas extrêmement gênant, hein, puisque là, on ne cherche pas à obtenir des propriétés mécaniques extrêmes. On cherche juste à ce que ça tienne bien. Et donc, du coup, on peut créer de la porosité dans ce type de matériau. Donc, ça a pas mal d'avantages. Par exemple, ce matériau c'est un matériau assez graphitique, les fibres de carbone. C'est un matériau qui est, par exemple, conducteur. Donc, vous pouvez faire, par exemple, des tissus adsorbants qui peuvent être chauffés pour être régénérés, etc. Donc là, vous voyez les exemples. Hein, vous voyez que les surfaces BET sont du même ordre de grandeur, hein, 1500 m² par gramme, par des activations un peu diverses. Et puis des volumes poreux qui sont tout à fait conséquents, en particulier au niveau des volumes microporeux. Vous voyez qu'on a des matériaux là quand même qui sont assez intéressants. Comme on est en activation physique, vous voyez que les PZC sont relativement proches de la neutralité. Bon, là, on est un peu plus basique avec la vapeur d'eau, le CO2, on est plutôt neutre, mais on est quand même, c'est pas extrême. Vous n'êtes pas à 11 comme avec de l'acide phosphorique, ou avec de la potasse, ou à 3 comme avec de l'acide phosphorique. D'accord ? Donc la chimie de surface de ces matériaux est quand même plus proche de la neutralité. Après, la mise en forme, si vous travaillez avec des matériaux en poudre, évidemment, la mise en forme va être variable. De façon pratique, il y a deux grandes classes. La première, c'est vous faites simplement un tamisage. Alors pourquoi faire un tamisage? Tout simplement parce que quand vous allez mettre ça dans un filtre, si vous faites un empilement de poudre trop fine, vous allez avoir des pertes de charge énormes et de l'entraînement de poussière, donc ce qui va être défavorable à une bonne absorption. Et donc on sélectionne les particules qui font quelques dizaines ou quelques centaines de microns pour avoir un filtre avec une permittivité qui soit correcte. Pour aller un peu plus loin, certains rajoutent un petit liant et mettent en forme dans une extrudeuse, et donc ça permet d'avoir ce qu'on appelle les pelletized activated carbon. Donc on a les GAC et les PAC, donc qui sont des mises en forme, vous voyez là encore, pour avoir des matériaux qui soient tout à fait utilisables dans des réacteurs en phase solide. Alors, je vais montrer des exemples. Je vais pas passer trop de temps sur une des applications principales parce qu'au niveau interaction, c'est pas obligatoirement la plus intéressante. Une grande partie des carbones activés servent en traitement de l'air dans les applications industrielles. Donc, tout simplement, c'est toutes les industries qui utilisent des solvants, des cols, enfin tout un tas de machins comme ça, et qui ont donc des effluents gazeux assez chargés en hydrocarbures, eh bien, vont, dans un grand nombre de cas, dans 30% des installations quasiment, eh bien, on va tout simplement capturer ces polluants en passant sur des filtres. Et donc là, ce sont des interactions faibles parce que c'est souvent des solvants. Et donc, c'est des interactions type Van der Waals. Mais comme on travaille des tensions, des pressions partielles de polluants assez élevées, eh bien, on va pouvoir remplir la porosité. Enfin, je ne dis pas la remplir, mais quasiment. Hein, on va bien remplir la porosité puisqu'on se place à un bon niveau de pression partielle. Et donc, du coup, on va charger assez fortement notre matériau. Et donc, la mise en œuvre, c'est tout simplement, je reprends là ce qui est dans l'article de Pierre Le Cloarec, dans les techniques de l'ingénieur, qui est tout simplement, on utilise deux filtres en parallèle. Le premier en absorption, ici, où on met tous nos carbones activés et on filtre les gaz. Le deuxième est en régénération, c'est-à-dire qu'il est, lui, chargé. Je vais le mettre comme ça, en vert. Voilà. Le deuxième contient un filtre chargé, perdu le truc, voilà, donc tac, qui est ici, et on va tout simplement régénérer ce filtre, très souvent en faisant une extraction à la vapeur d'eau. Donc on peut aussi le chauffer. Et donc, qu'est-ce que ça va permettre de faire? Ça va tout simplement permettre de faire une récupération d'un mélange eau-hydrocarbures, tout en régénérant le carbone, ici. Et donc ce mélange eau-hydrocarbures, vous le condensez, vous obtenez un mélange liquide eau-hydrocarbures, il suffit de faire une décantation, c'est relativement simple, et vous obtenez d'un côté la phase dense de l'eau, la phase légère, le solvant organique. Voilà. Vous voyez, donc c'est des mises en œuvre tout à fait pratiques.
qui concerne une très très grande partie des carbones activés à l'heure actuelle. Voilà, vous voyez un exemple ici de filtre à charbon actif. Alors, avec le temps qui me reste là, je vais essayer de vous montrer quelques exemples pour vous montrer l'importance, déjà comment on peut manipuler et donc modifier un matériau carboné adsorbant et quelles conséquences ça peut avoir. Donc je vais commencer par les colorants. Et donc il y a beaucoup, les colorants sont très nombreux, mais à l'heure actuelle, une très grande majorité des colorants sont des colorants acides avec un groupement diazo. C'est des colorants, d'accord, qu'on utilise sur tout un tas de matériaux, qu'ils soient naturels ou synthétiques. Et donc, ces matériaux sont évidemment solubles dans l'eau, de par leur structure chimique, évidemment, et donc ils peuvent être capturés. Ils ne sont pas obligatoirement extrêmement toxiques, mais comme ils colorent, évidemment, si vous rejetez ça dans une rivière, ça se voit tout de suite et c'est évidemment extrêmement désagréable. Il y a plein de méthodes utilisées, je ne vais pas les détailler toutes. Vous pouvez, il y a une très bonne revue, par exemple, de Gupta et Suhas qui détaille un petit peu plus ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la décoloration de l'eau, c'est la méthode, c'est une des applications les plus anciennes des carbones activés. Et donc, on va utiliser, comme je l'ai dit, principalement des GAC, donc des carbones activés tamisés. Alors, je vous montre un exemple où on a utilisé, ça permettra de coupler ça avec un exemple d'utilisation d'un matériau issu de fibres de carbone, où on a travaillé avec des fibres de carbone activées pour l'absorption de différents colorants. Donc il y avait plusieurs matériaux, on en a utilisé deux, qui étaient des matériaux commerciaux tout simplement, le Zorflex et l'Actitex, qui ont des structures poreuses différentes et qui ont surtout aussi un PZC différent. Je vais mettre en rouge, on voit quelque chose. Donc, vous voyez qu'ils sont plutôt, le premier est neutre, le deuxième est acide, mais bon, pas extrêmement acide, 4,8. Un PZC de 5, c'est pas le bout du monde. Ces matériaux ont évidemment des chimies de surface assez variables. Vous voyez en particulier là sur des quantités assez variables de phénol, particulièrement au niveau du matériau, etc. Je vais y arriver. L'Actitex, ici, vous le voyez, a des fonctions acides, des carboxyles en particulier, qui vont lui donner une certaine acidité, qui font qu'on descend à un PZC qui est ici relativement bas par rapport à l'autre. Alors que l'autre n'a pas de fonction acide, type carboxyle par exemple, qui conduirait à ce système-là. Il a aussi moins de fonctions basiques, vous le voyez aussi au niveau de l'Actitex. Donc ce PZC est directement lié à la chimie de surface du matériau. Alors on travaille sur des colorants, donc les colorants ça donne ça. Donc là vous en avez quelques-uns, de l'orange, du rouge, du noir. Vous voyez que la structure de base est assez proche dans pas mal de cas. On a toujours ces fonctions sulfonates, donc sulfonate de sodium évidemment. Alors évidemment au niveau des pK, de ces fonctions sulfonates, c'est extrêmement bas, c'est moins 3. Donc ça veut dire que dès que vous mettez ça dans l'eau, c'est dissocié, forcément. Mais il y a aussi d'autres fonctions, je vais prendre celui-là, ça se voit bien, où on a des fonctions phénol et des fonctions amines. Donc qui vont donner évidemment un caractère différent au matériau, puisqu'on aura du coup des pKa qui vont être assez différents à chaque fois. Donc là, on a l'exemple des pKa, c'est à peu près toujours la même chose, évidemment, c'est influencé un petit peu par l'environnement de ces fonctions. Alors au niveau de la porosité, les deux matériaux sont assez différents, vous voyez, l'Actitex, isotherme de type 1, microporeux, tout à fait classique, donc vous voyez, vous avez un matériau, du coup, avec un volume poreux ici assez conséquent, et un volume microporeux qui est quasiment égal au volume poreux total. Donc c'est vraiment le matériau de type 1 classique. Le Zorflex est plus complexe, dans le sens où, vous le voyez, il a une certaine microporosité qui est ici, qui est plus basse, vous voyez, on est à 0,25, on est à la moitié quasiment de ce qu'on a avec l'autre matériau. Et puis on a une hystérèse ici assez marquée, donc qui montre qu'on a une microporosité, une mésoporosité assez importante. C'est ce qu'on appelle une isotherme de type H2, donc avec quelque chose qui est relativement plan ici. Elle n'est pas tout à fait plane, elle n'est pas comme dans les livres, mais elle a quand même une certaine planéité. Donc ça montre que c'est une porosité avec des restrictions, avec des effets de fenêtre que vous pouvez avoir. Voilà. Alors le point important que je vais vous montrer, c'est celui-là.
Si vous faites de l'adsorption de vos molécules, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais prendre l'exemple du premier matériau qui a un PZC de 4,8. Donc, on est là. Donc, ça veut dire que si je suis en dessous de 4,8, mon matériau est positif. Si je suis au-dessus de 4,8, mon matériau est négatif. Je prends ce colorant-là, donc le Rémasol Black. Il a les premières fonctions qui vont être ionisées, évidemment, c'est les sulfonates. Elles, il n'y a pas photo, elles sont ionisées, point final. Par contre, si je suis à pH acide, très acide, globalement, ces deux fonctions-là ne seront pas ionisées. Et donc, ces deux fonctions-là, ces deux fonctions-là, oui. Et donc, du coup, on aura un matériau, je vais y arriver, c'est ça, une bêtise. Plus. Oui, non, je suis pas là, je suis là. Excusez-moi, je m'étais perdu dans mon schéma. Donc, si on est un pH très acide, donc c'est à peu près là. Là, c'est évidemment un cas extrême. Pardon, j'étais perdu. Donc, si on est ici, à un pH très acide, par exemple 2, pH égale 2, pour fixer les idées, vous voyez que vous aurez évidemment vos 4 fonctions sulfonates qui sont négatives, parce que c'est SO3-. Par contre, vous aurez les deux fonctions qui sont ici, qui vont être aussi positives, et donc, du coup, vous aurez un matériau qui a globalement deux fonctions moins. Deux moins. D'accord? Là, on pourrait faire le même travail, moi je ne vais pas insister, mais le point important, c'est qu'évidemment, du coup, la molécule est globalement négative, le tissu est globalement positif, donc on a une attraction. Donc là, à pH acide, relativement acide, l'absorption sera relativement intéressante et relativement facilitée. C'est un cas assez courant. Dans beaucoup de cas, dans beaucoup de systèmes, vous aurez une absorption qui est favorisée en milieu acide par rapport à des milieux basiques. Si vous augmentez le pH, petit à petit, vous allez perdre des fonctions positives, évidemment. Vous allez être de plus en plus négatif au fur et à mesure que vous passez le pK de l'amine, puis le pK de l'alcool, et vous allez finir par avoir un matériau qui est fortement négatif, ce qui pourrait être bien, sauf que dans le même temps, votre tissu est aussi devenu négatif. Et donc, du coup, là, on est en répulsion, et donc, du coup, on a une moins bonne interaction. Donc, ça veut dire que dans beaucoup de cas, dans le cas de l'absorption en phase aqueuse, on est dans un milieu très ionisant, et l'absorption est contrôlée par des interactions électrostatiques, en grande partie, pas que ça, on va voir. Et donc, il est essentiel de bien contrôler le PZC de son matériau, en fonction et le pH auquel on travaille. Il faut vraiment, quand on fait des études d'absorption avec ça, il faut vraiment bien être sûr de son pH. Et donc, en fonction de ça, vous aurez des interactions différentes. Donc, c'est ce qu'on voit ici, donc avec un matériau ici, avec le Rémasol Black et l'acide red, donc que l'on a ici. Donc, on voit que quand je suis à pH, donc mon matériau ici à 1,3, mon matériau il est plutôt positif, ma molécule est négative, j'absorbe sans problème. Quand j'arrive à 7, mon matériau a changé de signe, il est devenu négatif, la molécule est aussi négative, donc j'ai une moins bonne interaction. D'accord? Quand on est sur l'Actitex, on a aussi on a un effet nettement moins marqué, ça existe encore, si vous regardez entre le caractère acide, vous voyez, mais c'est nettement moins marqué. Là, on est à pH acide, 1,3, et puis quand on descend, on voit tout de suite l'effet. C'est beaucoup moins marqué, tout simplement parce que l'Actitex a un PZC autour de 4, il a moins de fonctions de surface de ce type-là, et donc, dans la zone qu'on étudie là, on a un peu moins d'interaction. Puis c'est vrai que l'acidol red, si je reviens, je l'avais là, l'acidol red. Non, je ne l'ai pas mis. Si, je l'ai mis. L'acidol red a aussi moins de fonctions, puisque vous voyez que vous n'avez qu'une fonction sulfonate, une fonction alcool, une fonction amine. Donc vous avez beaucoup moins de charge sur votre molécule, ce qui fait que l'influence des conditions va être plus faible. D'accord? Des conditions électrostatiques dans le milieu. D'accord? Un autre point important, évidemment, c'est la taille des molécules. Donc, si on regarde la taille des molécules, ce sont des molécules qui sont souvent avec des cycles aromatiques, donc elles sont un peu planes, mais avec des tailles qui peuvent être très différentes. Vous le voyez ici. Celle-là est un peu moins plane que les autres aussi. Et donc, quand on regarde l'absorption, eh bien, on voit que la molécule la plus petite est absorbée dans les mêmes conditions, évidemment. On voit que la molécule la plus petite est absorbée beaucoup plus que les autres. Pourquoi? Parce qu'elle a une taille
vous voyez ici la Sidolred, c'est la plus petite ici, 27 nanomètres, qui est compatible avec la microporosité. D'accord? Elle peut se faufiler dans la microporosité, et donc on va avoir une absorption relativement importante, en particulier sur le Zorflex, enfin sur les deux matériaux. Au contraire, les deux autres molécules, on a des tailles qui, vous le voyez, commencent à être limites pour des micropores, puisque les micropores, c'est en dessous de 2 nanomètres, hein, donc pour se faufiler une molécule comme ça dans un micropore, c'est complexe. Et donc là, on a évidemment beaucoup moins d'absorption, tout simplement parce qu'on n'utilise pas les micropores. Donc, deux phénomènes qui jouent à la fois, c'est vous voyez qu'on doit vraiment contrôler la texture et la chimie de surface pour bien de notre matériau adsorbé. Rapidement, je vous montre un autre exemple où on ne va pas parler d'aspect électrostatique, mais d'interaction, d'autres interactions. C'est une étude sur les alcools qu'on a fait là encore il y a quelques années avec Camélia Dimbe, où on a utilisé un carbone activé, on a étudié l'absorption d'alcool, mais le point intéressant, c'est qu'on travaillait dans un milieu qui n'était pas de l'eau, et donc on n'avait pas de compétition avec l'eau. On n'avait pas les fonctions hydrogène, on n'avait pas de l'eau absorbée sur le matériau, etc. Donc on a pris des carbones, je vais passer rapidement, que l'on a modifiés chimiquement. D'accord? Donc on a pris le carbone de départ, c'est un carbone commercial fabriqué par une société du Norit qui appartient au groupe Cabot. Et on l'a modifié, donc j'ai juste décalé les isothermes pour qu'on les voit. Ils sont exactement identiques, ces isothermes. Simplement, celui-là, on a fait un traitement hydrogène pour le réduire les fonctions de surface. Là, on a fait un traitement à l'eau oxygénée pour augmenter les fonctions de surface. En thermodésorption, vous voyez tout de suite l'effet. En noir, j'ai le matériau de départ. Donc là, on a par exemple le CO2 qui montre bien ce qui se passe. Et l'eau aussi, vous pouvez le regarder, mais le CO2 est intéressant. Quand on réduit, vous voyez que j'élimine quasiment tout le CO2 émis. Donc ça veut dire que j'ai quasiment plus de fonctions de ce type-là. Je vais mettre un petit bémol après. Alors que quand on oxyde, évidemment, on a multiplié par 2,5 la quantité de fonctions oxygénées présentes dans le milieu. Petit bémol, vous voyez qu'au niveau du CO, c'est un petit peu différent. Là, le point de départ, quand j'oxyde, j'ai plus de CO, c'est normal. Là, on s'y attend. On s'aperçoit que le profil change complètement quand je réduis. Qu'est-ce qui s'est passé là, tout simplement? Il s'est passé que toutes les fonctions de mon matériau à basse température sont des fonctions. Le traitement était fait à une température modérée, à 700 degrés à peu près. Donc, toutes les fonctions à basse température ont été éliminées et il reste uniquement les fonctions qui sont stables, qui sont capables de résister à un traitement hydrogène à cette température-là. Entre autres, les semi-quinones. Donc là, en fait, on n'avait quasiment plus que des semi-quinones. On voit qu'en réduisant, évidemment aussi, rien qu'avec l'eau qu'on voit ici, là on a l'eau absorbée, enfin l'eau absorbée et l'eau des déshydratations que vous avez là. On voit très clairement qu'on a beaucoup moins d'eau sur le matériau. Évidemment, quand on réduit, on élimine quasiment tout ça. Alors au niveau d'absorption, qu'est-ce que ça donne? On voit quoi? On voit sur ces isothermes d'absorption que là, on n'a rien changé. C'est normal, on n'a rien changé tout simplement parce que je n'ai pas changé la porosité de mon système. Et la capacité maximale d'absorption est quand même principalement liée à la porosité. Donc ça, c'est le volume poreux qui va conditionner votre absorption. Par contre, vous voyez que l'interaction, évidemment, est quand même nettement plus importante. Je récupère mon curseur, voilà. Dans le cas du matériau oxydé, tout simplement parce qu'avec l'alcool, on a beaucoup plus de fonctions oxygénées qui vont pouvoir interagir, créer entre autres des liaisons hydrogènes avec le matériau, et du coup, même à très basse concentration, on aura une quantité d'alcool adsorbée qui va être importante. Là, c'est tout simplement le fait qu'on a plus de fonctions de surface qui peuvent interagir directement avec les alcools. Pour le montrer, vous voyez, on a comparé avec ici un ester, par exemple. Sur un ester, on retrouve à peu près la même chose. Il y a une petite différence, mais pas énorme, sur la valeur finale ici. Mais en particulier ici, vous voyez qu'il n'y a quasiment pas de changement en termes, il y a un petit peu, il y a quand même un petit peu, il y a peu de changement en termes d'interaction avec le matériau. D'accord?
Alors pour prouver ça, on peut le faire par thermodésorption. On a tout simplement adsorbé des molécules et on les a désormées on a fait de la thermodésorption. Si je prends mon alcool, qu'est-ce que je vais constater? De l'éthanol. Je constate que quand je désorbe, j'ai des molécules ici qui s'en vont. Vous voyez que c'est la même température, c'est une température basse, hein, c'est de la désorption classique. Donc ça veut dire que là, il n'y a pas une grosse interaction entre ces molécules d'alcool. C'est probablement des interactions dispersives dans la microporosité, donc type Van der Waals. Par contre, on a la plus grande majorité de l'alcool qui est désorbé ici, à une température quand même assez élevée. Là, ça veut dire qu'on le sort à 200 degrés sous vide, donc ça veut dire qu'il était quand même bien accroché, cette molécule d'alcool. Et donc, c'est tout simplement les interactions spécifiques, entre autres liaisons hydrogènes, qui se sont créées entre l'alcool et les fonctions de surface. Et évidemment, c'est plus important, on voit clairement la différence, c'est beaucoup plus important dans le cas du matériau qui a été oxydé. Dans le cas du matériau oxydé, voilà, on n'a plus ces molécules. D'accord? On n'a plus ces absorptions. Si on compare, donc on a des fonctions de surface hein, pour tous, hein, je rappelle, hein, vous voyez, on avait quand même des fonctions de surface, même pour les matériaux réduits, hein, c'est pour que vous voyez ça. Hein. Là, on a aussi une accroche tout à fait intéressante. Pour comparaison, vous voyez, avec l'ester que j'ai montré tout à l'heure, ou avec le solvant qui était l'hexane, le cyclohexane, on n'a aucune interaction de ce type avec la surface du matériau. Toutes les molécules qui vont absorber s'en vont à basse température et aucune interaction. Donc là encore, un autre exemple pour montrer ça. Si je prends des alcools différents, là j'ai pris du méthanol, de l'éthanol et deux exemples de butanol. Là, si je prends des alcools méthanol, éthanol, vous voyez que ici vous avez la majorité sont liés par des liaisons H, et donc par des interactions fortes et une faible quantité par des interactions plus faible énergie. Par contre, si je prends des alcools de plus grand poids moléculaire, ben là, l'influence de la chaîne aliphatique va être plus importante, et donc du coup, j'aurai beaucoup plus de molécules qui vont être absorbées par des interactions dispersives de faible énergie, et beaucoup moins par des interactions de forte énergie, entre autres parce que déjà parce que j'ai moins d'accessibilité au niveau de ces molécules pour faire des liaisons hydrogènes. Ça se retrouve aussi dans les énergies d'interaction. Vous voyez, ça c'est un exemple de simulation avec l'eau, où on voit très clairement que dans ces systèmes-là, c'est les liaisons hydrogènes qui commandent beaucoup le système. Pourquoi? Parce que vous avez une absorption coopérative de vos molécules, méthanol, éthanol ou eau, qui fait que vous avez un optimum. Vous trouvez un point, une fonction de surface quelque part là. Vous voyez, vous prenez une fonction de surface, quelle qu'elle soit, tac, quelle qu'elle soit, un CO2H, quelque part par là, un carboxyle. Et donc, vous allez créer une liaison hydrogène avec une première molécule. Donc, je ne le dessine pas vraiment la liaison hydrogène, mais CH3, par exemple, avec du méthanol. Et après, vous allez faire assez facilement un cluster, donc assez classique et observé assez classiquement par la modélisation. Et on voit qu'avec 4 molécules absorbées en même temps, pour l'eau, on a une énergie qui est relativement importante, moins 30 kJ par mol, ce qui est tout à fait conséquent pour une absorption. Et donc, c'est ça que vous observez ici. Vous voyez, la chimie de surface a permis de favoriser ce type d'absorption avec une forte énergie d'interaction et donc une interaction intéressante à basse pression. Alors, je vais essayer de finir ça. Voilà. Donc, il y a plein d'autres traitements. Je vais passer sur celui-là parce que j'ai pas le temps de tout faire, j'en ai mis trop. Donc, je vais passer sur ce traitement, mais il y a plein d'autres traitements chimiques, physico-chimiques qu'on peut faire. Un traitement classique, puisque vous voyez que jusqu'ici j'ai oxydé, donc ce qui a tendance à fournir des fonctions hydrophiles et acides aux matériaux. Vous avez aussi plein d'autres traitements. Par exemple, pour rendre le matériau plus basique, un traitement classique, c'est des traitements à l'ammoniac ou avec une amine. Donc on en a deux, hein, ils ont deux noms différents. Le premier, c'est l'amination, si vous traitez directement à l'amine. Mais on peut aussi faire ce qu'on appelle une amoxydation, si vous traitez avec un mélange amine-air, ammoniac-air. Donc, on a tout un tas de traitements possibles. L'intérêt de ces systèmes-là, c'est d'apporter un système basique, de rajouter des bases à notre matériau pour lui donner des interactions intéressantes avec des gaz acides. Donc, c'est beaucoup utilisé à l'heure actuelle dans le cadre de l'absorption avec le CO2. Je ne vais pas trop détailler.
cet aspect-là. Donc vous voyez, avec une amination, par exemple, votre PZC sur un matériau peut gagner 2 points, ce qui est tout à fait conséquent. Donc on voit le matériau plus basique, et donc du coup, on va avoir une absorption sur des matériaux dopés qui va être plus intéressante, là encore en créant des interactions spécifiques entre l'amine, qui a un caractère donneur évidemment, et les acides, qui vont avoir un caractère accepteur. Et donc, du coup, on va avoir des interactions. Alors là encore, vous voyez que c'est la température qui permet de voir la nature des interactions. Si je prends des exemples de matériaux, vous voyez que les matériaux qui ont été traités par amination sont ici. Il n'y a pas une énorme différence à basse température. La quantité adsorbée, parce que c'est tout simplement par interaction faible, vous pouvez toujours avoir des quantités adsorbées qui existent. Par contre, si vous montez à 100 degrés, là, vous voyez très clairement que les matériaux qui ont subi une amination conservent une absorption conséquente de CO2, tout simplement parce qu'ils sont capables de créer des interactions spécifiques de plus forte énergie. Ce que ne peut pas faire le matériau initial qui a un PZC, enfin qui n'a pas de fonction basique. D'accord? Donc, je ne vais pas m'étendre, je n'ai pas trop le temps de le faire, je vous ai déjà montré quelques petites choses. Un autre exemple classique, c'est les métaux. Là encore, je ne vais pas m'étendre dessus. Bon, vous aurez de toute façon les diapos. Vous pourrez voir un petit peu ce que ça donne. Là encore, avec un traitement, donc pour les métaux, hein, si vous avez fait un peu de chimie, ce que j'espère, je pense que vous avez constaté que les métaux adorent se lier au soufre. Et donc très souvent, on utilise le soufre, on dope le matériau avec du soufre pour interagir de façon forte avec les métaux. Et donc un exemple se trouve ici. C'est tout simplement des matériaux. Donc on a un matériau de base qui est le F400, qui est un matériau commercial. Là, c'est une courbe de perçage, c'est-à-dire qu'on passe à travers un filtre et on regarde combien de temps on arrive à filtrer. Donc là, globalement, vous voyez que pendant 2 heures, c'est le bon, c'est pas le bon, c'est celui-là. Là, avec le filtre commercial, au bout d'une demi-heure, quasiment, il y a tout qui traverse. C'est-à-dire qu'on a 90% de la concentration d'entrée qui traverse le filtre. D'accord? Donc, c'est pas très bon. Avec un matériau soufré, on va gagner quand même pas mal. Alors là, il y a deux méthodes de sulfuration du matériau. La première, en phase liquide, qui est une méthode assez classique, où on voit que on perd quasiment 50% d'efficacité, mais on arrive quand même à filtrer quand même une partie des métaux par le matériau. Et en passant à une imprégnation en phase gazeuse, ce qu'ils ont appelé le F400S, on voit qu'on gagne par contre là énormément, puisque pendant quasiment 2 heures et demie, on a une filtration tout à fait bonne, de 95%, une efficacité de 95%, et même après, on garde une efficacité encore pendant 5, 6, 7 heures, ce qui est largement supérieur aux autres matériaux. Donc, vous voyez que, alors pourquoi? Tout simplement parce qu'avec l'imprégnation en phase liquide, vous faites des petits clusters de soufre qui vont être coincés par endroits dans la porosité de votre matériau. Vous voyez, vous avez votre matériau qui est là, et vous faites des petits clusters. Alors qu'avec une imprégnation en phase gazeuse, vous créez des fonctions soufrées, alors c'est pas des soufres comme ça, mais des fonctions soufrées, des SH, dispersées sur le matériau, et donc on a une bien meilleure accessibilité ici, pour le mercure par exemple, on a une bien meilleure accessibilité pour venir se lier ici au matériau, par rapport à là où, évidemment, on va très rapidement avoir un encombrement et un bouchage et une mauvaise accessibilité de tout le soufre qui se trouve derrière. D'accord? Vous voyez là encore la grande versatilité du carbone qui nous permet de modifier des matériaux de façon tout à fait contrôlée et d'obtenir des résultats assez différents. Alors, je vais juste terminer. Je vous ai parlé beaucoup de carbone activé parce que, mine de rien, c'est le matériau de base à l'heure actuelle et je pense qu'il n'est pas prêt d'être détrôné. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, on peut faire d'autres choses avec le carbone à l'heure actuelle. Et on aime bien fabriquer des matériaux parfaitement contrôlés en structure, en porosité, etc. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec le carbone? Alors oui, évidemment, on peut toujours faire des choses. Alors je vous montre rapidement quelques exemples. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne vais pas tout détailler. Là encore, les publications sont très nombreuses sur le sujet.
première méthode. Bon, déjà, vous avez vu que si je prends un précurseur carboné et que je le chauffe pour faire du carbone, je vais obtenir quelque chose qui n'est pas structuré. D'accord? Donc, il faut prendre une autre méthode. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? La première chose qui peut être faite, une des choses qui peut être faite, c'est de travailler tout simplement à partir d'autres matériaux. Par exemple, on sait fabriquer des silices qui sont parfaitement contrôlés en termes de structure, de porosité, etc. Et donc, par conséquent, pourquoi ne pas utiliser cette structure pour construire des carbones? Donc, c'est le principe de des répliques négatives, où on va fabriquer des carbones en répliquant dans un moule, tout simplement, hein, qui est tout simplement une silice. Alors, ça peut être une zéolite, donc on appellera des ZTC, Zeolite Templated Carbon, ou des silices mésoporeuses, donc MCM 48, enfin, oui, la 48 marche aussi, SBA 15, etc., qui sont des silices mésoporeuses, et donc on obtient ce qu'on appelle, en général dans les publications, des OMC, des ordonnées de mésoporeuses carbone. On peut faire aussi de la synthèse directe en présence d'agents structurants, comme on le fait pour les zéolites. On n'obtient pas des matériaux aussi organisés que des zéolites, mais on obtient des matériaux qui ont une certaine structure. Je ne vais pas en parler ici, je ne peux pas parler de tout parce que là, il ne me reste plus trop de temps. On peut utiliser des méthodes un peu plus chimiques, c'est-à-dire qu'on peut prendre un carbure, quel qu'il soit, du carbure de titane par exemple, et enlever le titane. Et donc si j'enlève le titane, il va me rester le carbone, et comme on est parti d'une maille cristalline de carbure, eh bien, le carbone à l'arrivée, on peut espérer qu'il ait une certaine structure. D'accord? Et donc, pourquoi pas? Donc, c'est ce qu'on appelle les CDC. Donc là, il y a eu un auteur qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui s'appelle Gogotsi. Voilà. Donc, ce qu'on appelle les CDC, donc Carbide Derived Carbon. Et puis, depuis quelque temps, on peut fabriquer des matériaux directement avec comme base le feuillet de graphène. Donc c'est tout ce qui est fait actuellement sur les nanotubes, les fullerènes, les graphènes, etc. Alors évidemment, vu ce que j'ai raconté là, vous imaginez bien que le coût de ces matériaux, à la fois en fabrication et en argent, est tout à fait conséquent par rapport à un carbone activé. Alors je vous montre juste quelques exemples pour arriver à ma conclusion. Donc là, c'est à une époque, on a pas mal travaillé sur les orderols mésoporeuses carbone, donc à base de silice mésoporeuse, et les ZTC, j'y arrive. Donc on avait l'avantage d'avoir avec nous ce qui s'appelait à l'époque le laboratoire de matériaux minéraux, qui est maintenant dans l'IS2M et qui est l'équipe matériaux à porosité contrôlée, donc avec Joël Patarin en particulier à l'époque, avec qui on a travaillé. Donc on avait une source du coup de silice diverses, donc mésoporeuses, SBA 15, MCM 48, Kit 6, etc. On n'a jamais travaillé sur la Kit 6, mais bon, d'autres auteurs l'ont fait. Ce sont des silices amorphes, mais avec une structure poreuse bien contrôlée. Par exemple, pour la SBA 15, c'est une structure hexagonale comme celle-là, avec des canaux de porosité longitudinaux qui font quelques nanomètres, et il y a des petits canaux secondaires qui sont latéraux entre ces systèmes. Bon, c'est pas aussi joli que ça, évidemment, mais ça reste un matériau. Et puis les éolides, bon, que vous connaissez, puisque vous avez eu un cours là-dessus par Jean Daou, il n'y a pas très longtemps. Et donc là, on a utilisé pas mal de choses. Là, nous, beaucoup la phogacite, la bêta. Julien Parmentier a fait de l'EMT aussi. Il y a eu pas mal de choses qui ont été faites au niveau du labo. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend la porosité de la silice, on la remplit avec du carbone, et ensuite, on fait une attaque acide pour dissoudre la silice. Et donc, on obtient, à l'arrivée, une réplique négative du matériau de départ. Donc, ça veut dire que pour que ça marche, il faut que le matériau de départ ait une porosité tridimensionnelle qui nous permette d'avoir un matériau qui se tienne de façon 3D, en 3D. Donc, la SBA 15 marche grâce à ces petits pores latéraux qui deviennent du coup des barreaux de carbone qui tiennent le matériau. Ça marche plutôt bien. Vous voyez là, bon là, ça ne se voit pas trop bien avec l'image, mais bon, vous verrez en agrandissant un petit peu. On a une structure qui est tout à fait hexagonale, donc là on a la chance de voir le cristal dans le bon sens, et donc on a une structure hexagonale qui se forme, ça c'est je crois la SBA 15 de départ d'ailleurs. Non, c'est pas elle, c'est le carbone. Donc une bonne structure hexagonale. L'avantage c'est qu'on peut profiter là encore de tout ce qu'on sait faire pour des carbones, donc on peut faire
la fabrication de notre carbone, on peut le faire comme on veut. C'est-à-dire qu'on peut prendre un hydrocarbure en phase gazeuse et l'infiltrer dans le matériau et le craquer en carbone à l'intérieur de la porosité. C'est ce qu'on appelle la CVI, Chemical Vapor Infiltration. On peut travailler en solution, on l'a fait beaucoup avec des sucres par exemple, ou de l'alcool furfurylique, et donc à ce moment-là, on injecte en solution dans le système, et on fait en général 2 infiltrations, et puis on évapore l'eau et ensuite on carbonise. On peut travailler directement en phase liquide avec un précurseur liquide, comme par exemple les braies de pétrole. Il y a pas mal de solutions, évidemment, avec des matériaux différents à l'arrivée. Vous avez un exemple ici de matériaux. Donc ça ouvre beaucoup de portes, évidemment, parce qu'on a un choix avec la template, la matrice de départ, et on a un choix avec la façon d'infiltrer le précurseur. Donc là, vous avez des exemples. Avec une zéolite, l'avantage, c'est de faire un matériau microporeux, parce que vous voyez que vous avez un isotherme ici à l'arrivée, qui est un isotherme quasiment de type 1, quand même, principalement, pas tout à fait, mais quasiment, et avec un volume poreux tout à fait conséquent, puisqu'on finit à 1100 cm3 par gramme absorbé, donc un volume de quasiment 1,6 à peu près cm3 par gramme. Mais surtout, beaucoup de pores de très petite taille, vous voyez en échelle log, à 10-4, 10-5, on a des pores de très petite taille. Après, je ne vais pas détailler, mais en fonction, avec une silice mésoporeuse, vous voyez qu'on peut obtenir des matériaux microporeux, en fonction du précurseur, mais aussi avec de la mésoporosité. Évidemment, c'est jamais aussi parfait qu'on voudrait, mais il y a quand même un choix de porosité que l'on peut faire à partir de ces matériaux. Il y a aussi un choix de structure carbonée, etc. Donc c'est assez versatile. La structure de ces matériaux est assez complexe, évidemment. Là, vous avez un exemple de modélisation qui a été fait par nos collègues, on travaillait avec les gens du CRNCN à Marseille à l'époque, Roland Pélinck et Thomas Roussel. Et donc, on voit que la structure correspond à la réplique négative de ces matériaux, c'est-à-dire que le carbone s'est mis dans les porosités, et comme le carbone sp2 est plus stable, on a fait du carbone sp2, donc on a fait des espèces de plans de graphène très très torturés. Les CDC, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on part d'un carbure, on va traiter le matériau en général par une chloration à haute température, ce qui permet de dissoudre le métal, et on obtient des matériaux, vous le voyez là encore, on a des matériaux avec de la porosité très fine, c'est les résultats de Gokotsi à l'époque, donc de la porosité très fine, on est vraiment dans les ultra micropores, on a creusé un cristal pour en enlevant certains atomes. Et puis des surfaces spécifiques, évidemment, très élevées. Donc, vous voyez que ces méthodes permettent d'obtenir des matériaux un peu à façon. Alors, est-ce que ça donne quelque chose? Là, je vous ai rassemblé un certain nombre de résultats pour du stockage d'hydrogène, parce qu'à une époque, on en a fait pas mal. Qu'est-ce qu'on observe? Donc, je les ai mises en fonction du volume d'ultra-micropores calculé à partir de l'isotherme d'absorption CO2. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que finalement, vous voyez, les meilleurs matériaux en termes de porosité que j'ai, c'est ceux-là, ceux qui sont en vert un peu foncé, là. C'est les répliques de zéolite phogacite, avec des traitements thermiques particuliers où on obtient des volumes microporeux. Vous voyez, on est quand même à 0,75 en volume ultra microporeux. C'est tout à fait conséquent. Malgré ça, vous voyez que finalement, un bon carbone activé, ça c'est des carbones activés qu'on avait fabriqués à l'époque au labo, un bon carbone activé marche mieux puisqu'on stocke plus d'hydrogène avec ce carbone activé qu'avec le système de départ, avec des matériaux nanostructurés. Donc le bilan finalement, c'est que ces matériaux sont très intéressants pour apprendre un petit peu, pour modéliser un peu les phénomènes, mais comme matériaux d'usage, finalement, on arrive à des propriétés qui ne sont pas meilleures qu'un bon carbone activé. Voilà. Ça n'enlève rien à l'intérêt de ces matériaux, qui sont des matériaux a priori avec, là je le montre pour le stockage d'hydrogène à 77 K, il y a d'autres cas où les matériaux peuvent avoir un intérêt en termes d'accessibilité, etc. Ne prenez pas ce que j'ai dit pour une vérité universelle. Un dernier petit point sur les nanotubes. Donc, pour faire tous ces matériaux nanotubes fullerène graphène, c'est assez facile. Je reprends le schéma qui était, je trouvais, très joli de la thèse de Haddad, où on prend un feuillet de graphène et puis donc on va le modifier. Donc, si vous empilez ces feuillets, évidemment, vous faites du graphite. Si vous le retournez sous forme de tube, vous faites des nanotubes. Si vous le retournez pour faire
une sphère ou un ovoïde, vous obtenez un fullerène, tout simplement. C'est pas bien compliqué. De façon pratique, à l'heure actuelle, on travaille surtout sur les nanotubes et maintenant, depuis quelques temps, sur les graphènes. Depuis quelques années maintenant, sur les graphènes. Je vais parler beaucoup des nanotubes. On a fait pas mal de choses. Donc on peut en faire de toutes sortes. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce point de vue-là sur ces nanotubes. On peut en faire avec une seule paroi ou plusieurs parois. On peut en faire avec différentes propriétés électroniques. Bon, il y a plein de possibilités. C'est des matériaux qui sont assez faciles à faire à l'heure actuelle, tout simplement parce que on les fait principalement beaucoup par dépôts chimiques en phase vapeur. Le principe est toujours le même que tout à l'heure, c'est-à-dire que vous envoyez un gaz sur une surface. Cette surface a été imprégnée avec un catalyseur, c'est souvent du nickel ou des choses comme ça, du cuivre. Donc un catalyseur sous forme de nanoparticules. Et donc l'hydrocarbure va se casser, se craquer sur la nanoparticule, sur la surface, et va se réorganiser. Le catalyseur va avoir cette propriété de réorganiser le matériau sous une forme beaucoup plus graphitique, et donc on va observer la croissance d'un nanotube à partir de là. Ce qui veut dire que sur une surface comme ça, que vous voyez ici, vous pouvez fabriquer un tapis de nanotubes, tout simplement, de façon assez dense. Vous le voyez ici. Donc on sait faire il y a des gens qui vous vendent des nanotubes à l'heure actuelle, de qualité très variable, évidemment. Vous pouvez avoir de tout, comme dans beaucoup de choses, le mieux et le moins bon. Mais on peut acheter des nanotubes à l'heure actuelle. Je dirais même que la production est tout à fait suffisante à l'heure actuelle pour l'application. Qu'est-ce que ça donne? Je reprends le stockage d'hydrogène, parce que je suis parti sur ça pour ma comparaison. Donc là, je reprends une review de Barbara Panella, il y a quelques années, donc qui avait regardé toujours l'absorption d'hydrogène. Donc là, vous l'avez à température ambiante et à 77 Kelvin, donc au niveau stockage d'hydrogène. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que finalement, là, faites attention aux échelles, c'est pas les mêmes. Là, on est à 5% et là, on est à 2,5%. D'accord? Et donc là, sur les carbones activés, vous voyez, vous avez une absorption qui peut monter à 77 K à 4,5-5% assez couramment, c'est les valeurs obtenues, et puis à 0,5% quand vous montez à 70 bars, à 0,5% à température ambiante. Donc c'était les valeurs classiques pour des carbones activés. Vous voyez que les nanotubes ne font pas mieux. Pourquoi? Tout simplement, c'est du carbone, quoi. Donc l'interaction avec le carbone reste toujours la même. Donc voilà, donc ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites, puis c'est des matériaux très intéressants pour pas mal d'applications autres. Mais pour l'absorption pure comme ça, c'est pas obligatoirement le matériau le plus intéressant. Par contre, il peut être intéressant, là encore, puisque, comme je l'ai dit, c'est aussi, comme les carbones activés, c'est des matériaux qu'on peut doper, qu'on peut modifier, etc. Et dans ce cadre-là, c'est des matériaux qui peuvent devenir extrêmement intéressants. Donc, les matériaux carbonés pour l'absorption, vous pouvez avoir un dopage assez facilement. Il y a par exemple Alberto Bianco à Strasbourg, qui fait beaucoup de dopage sur de fonctionnalisation de nanotubes, qui lui permet d'accrocher des vecteurs médicamenteux, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, on peut faire des choses extrêmement intéressantes avec ces nanotubes, parce que ce sont des structures bien contrôlées, qu'on peut activer de façon contrôlée, comme on le fait pour d'autres carbones, et on peut greffer dessus une chimie particulière qui peut être très intéressante. D'accord? Par contre, pour de l'absorption pure, c'est pas obligatoirement le plus intéressant. Voilà, je vais m'arrêter là parce que c'est l'heure. Donc, bilan, je vous ai montré très brièvement, je suis désolé d'avoir survolé beaucoup de choses, que les matériaux carbonés ont une structure, une texture et une chimie de surface extrêmement variables. Le matériau le plus utilisé au niveau pratique reste le carbone activé parce que c'est facile, c'est pas cher et qu'on peut le modifier de tellement de façons qu'on peut s'adapter à peu près à tous les problèmes possibles et imaginables. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est un marché qui augmente régulièrement parce qu'on a de plus en plus besoin de métaux, de matériaux de dépollution, de l'air, de l'eau, etc. Sur les matériaux nanostructurés, sur l'absorption pure, jusqu'ici, ça reste du carbone avec des trous dedans, donc de la porosité. Donc, on n'a pas de miracle de ce côté-là. Le potentiel d'interaction reste le même, qu'un matériau soit structuré ou pas. On a un potentiel d'interaction qui n'est pas très différent.
Et donc du coup, en adsorption pure, il n'y a pas une différence énorme. Ça reste des matériaux extrêmement intéressants, en particulier à l'heure actuelle, les nanotubes sont relativement simples à faire en quantité non négligeable, et c'est très intéressant à modifier. Après, ces matériaux sont très intéressants à modifier. Et puis voilà, donc comme je l'ai dit, beaucoup de traitements physico-chimiques possibles. La littérature est pléthorique sur le sujet, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser après, j'y répondrai même après, hein, si je peux, si c'est. Il y a une infinité de possibilités en fonction de ce que vous voulez faire. Voilà. Merci à vous, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Roger pour cette très belle présentation qui nous a fait découvrir en fait différents aspects de l'utilisation des matériaux carbonés. On a vu effectivement les différents procédés d'activation et également les différentes applications à l'absorption. Donc, merci effectivement pour cette présentation. Alors, quel type de liant on reste dans des matériaux carbonés en général, donc on va chercher, de façon générale, il y a beaucoup de liants qui sont des liants qui vont être des liants de type polymère, goudron, des choses comme ça. On en met très peu, hein, c'est vraiment juste pour accrocher, hein, dans ces systèmes-là, c'est quelques pourcents. Hein, donc c'est vraiment pour que ça colle les uns aux autres et pour faire quelque chose qui forme une pâte un peu, qui puisse être manipulée. Mais ouais, c'est beaucoup, on reste dans des matériaux carbonés normalement. Modélisation de carbone de matériaux amorphes. Alors j'en ai montré, hein, il y a tout le travail ça a été beaucoup fait à une époque par Roland Pellin en particulier, donc qui travaillait, Roland Pellin qui était au CRMCN, maintenant il est au MIT, et à l'époque il travaillait beaucoup avec Case Gubbins aux États-Unis. Donc il y a eu beaucoup d'échanges entre les deux laboratoires, CRMCN et le labo de Case Gubbins. Cette modélisation, elle est relativement complexe. Pourquoi? Parce que au niveau interaction carbone-carbone, ça, on sait ce qui se passe. À une petite échelle, on sait ce qui se passe. Le problème, c'est que on a des mésostructures qui se forment, comme je l'ai montré, à différentes échelles, et du coup, il faudrait être capable de modéliser le système à une échelle de taille plus grande, donc en incluant des dizaines de milliers d'atomes, ce qui réclame évidemment une modélisation très conséquente en termes de temps de calcul, parce que tout ça, c'est des modélisations qui sont des modélisations de type liaison forte. Donc on cherche à modéliser des liaisons carbone-carbone covalentes, et donc c'est des calculs qui sont tout à fait conséquents. Alors, de ce que je connais, à part les travaux que j'ai présentés de ce type-là, on a peu de systèmes, j'ai vu peu de modélisation qui cherchent à aller à ce point-là de modélisation. Voilà. Donc, je dirais, on sait le faire. Ce que j'ai présenté, ça, on sait faire. Pour l'absorption d'argon, par exemple, mais ça reste à un petit niveau, à une toute petite échelle, et donc, ça permet de bien voir l'interaction d'un atome ou d'une molécule avec une structure désordonnée de quelques dizaines ou quelques centaines d'atomes. Mais on ne peut pas, à l'heure actuelle, modéliser les mésostructures qui apparaissent. Ces mésostructures, elles apparaissent pour des raisons qui n'ont rien à voir à la limite avec la thermodynamique de départ, c'est-à-dire c'est la formation de bulles, c'est le départ d'hydrocarbures, etc. Tout ça qui fait que c'est les propriétés mécaniques du carbone au moment pendant qu'il est en train de se carboniser. Donc tout ça fait que le matériau va avoir une certaine structure. Évidemment, ça, c'est très compliqué à modéliser sur le plan thermodynamique. Sinon, oui, la régénération se fait plutôt bien. Alors ça dépend évidemment des interactions que vous avez. Si vous êtes en interaction de faible énergie comme Van der Waals, il n'y a pas trop de problème, hein, évidemment. Si les hydrocarbures que vous pouvez enlever se font par extraction à la vapeur sans trop de mal, le matériau va tenir. Au niveau mécanique, ça tient plutôt bien. Évidemment, ça vieillit, hein, rien n'est éternel, mais ça vieillit. Mais par contre, ça vieillit plutôt bien. Par contre, si on part dans des interactions spécifiques, par exemple pour capturer du mercure ou des choses comme ça, là évidemment, on ne peut pas parler de régénération très facilement. Ça va nécessiter des traitements physico-chimiques beaucoup plus poussés. Pour ce que je sais, les matériaux obtenus par réplique négative, j'ai pas d'application industrielle que je connaisse, d'application pratique. C'est des matériaux qui coûtent cher quand même, hein, parce que en particulier, à la limite, les répliques de zéolite,
Ça pourrait s'imaginer parce qu'à l'heure actuelle, on a pas mal de zéolites qui sont à disposition et qui sont fabricables quand même pour pas trop cher. Les silices mésoporeuses, c'est quand même plus compliqué parce que ça réclame quand même pas mal de travail d'obtenir déjà la silice avec une bonne qualité. C'est des matériaux qui sont quand même, il faut un certain savoir-faire et ça prend du temps. Et en plus, derrière, il faut faire l'imprégnation du matériau carboné, les caractérisations. Donc ça reste des matériaux quand même compliqués et assez chers. À l'époque où on travaillait là-dessus, on avait quand même une difficulté de reproductibilité. Il fallait vraiment être très soigneux sur les caractérisations pour être sûr de comparer deux matériaux. Alors, utilisation comme tamis moléculaire. Je ne sais pas si on utilise les carbones comme tamis moléculaire déjà. Ça, je vais me poser une colle, là. Je ne saurais pas dire. Faudrait que je regarde. Je n'ai pas regardé. On a de toute façon, comme je l'ai montré avec les colorants, on a une sélectivité de la porosité en fonction de la taille des molécules. Mais est-ce qu'il y a une utilisation réelle pour des séparations? Ça, je suis pas sûr. Je pourrais pas vous répondre. Je vais pas regarder. Sur les matériaux, au niveau du soufre, je me souviens plus exactement sous quelle forme la sulfuration a été faite. Normalement, en phase gazeuse, c'est du H2S, si je me souviens bien. Je ne veux pas vous l'affirmer, je ne connais plus la publie par cœur. Mais si je me souviens bien, c'est tout simplement un traitement H2S à une certaine température et on a un craquage, comme on le fait assez souvent dans ces systèmes-là sur le matériau. Mais je ne suis pas sûr, il faudrait que je vérifie. Quelle technique utilisée pour déterminer la composition chimique d'un charbon fonctionnalisé par des nanoparticules métalliques? Ah, vous voulez dire ce que vous appelez composition chimique, c'est en termes d'analyse élémentaire, c'est ça? Ce qui vous intéresse? Si c'est pour l'analyse élémentaire, nous on travaille beaucoup, on a la chance d'avoir du personnel en fluorescence X et du matériel en fluorescence X qui est compétent, enfin, du bon matériel et du personnel compétent. Et donc on arrive, on fait beaucoup d'analyses sur nos matériaux carbonés dopés en métaux entre autres. On fait beaucoup d'analyses par fluorescence X. On reste aussi effectivement, on compare aussi assez régulièrement avec de l'IPCMS ou l'IPCOS, enfin toutes les méthodes basées sur la spectroplasma. Mais la FluoX, c'est notre outil de base pour ces analyses élémentaires à l'heure actuelle. Je vais encore une fois remercier Roger pour cette présentation et ce cours et d'avoir accepté de faire ce cours dans le cadre de l'AFA. Donc, je vais laisser la parole à Mathieu Vandamme qui va clore cette école de l'AFA 2021. D'accord, merci Abiba. Oui, donc juste quelques mots pour clore cette école. Donc, déjà, un grand merci aux quatre orateurs, Laurent, Jean, Christian et Roger. Parce que je crois que tout le monde a vraiment joué le jeu. On voit que vous avez passé beaucoup de temps à préparer des présentations vraiment didactiques, pédagogiques et de qualité. Et surtout, vous êtes adapté au public parce que vous avez vraiment fait une école pour des gens intéressés par l'absorption. Donc vraiment, encore un grand merci à tous les quatre pour vos présentations. Je crois que c'était intéressant de voir ces quatre présentations sur des matériaux différents parce qu'on est tous unis par la même science, enfin l'absorption, mais on voit qu'on a quand même des communautés complémentaires, des matériaux qui ont chacune leur spécificité. Donc, voir des cours dédiés à chacune de ces familles de matériaux, moi, personnellement, je trouvais que c'était très intéressant. Donc voilà, donc un grand merci à tous les quatre, merci à tous ceux qui ont participé. Et puis, je donne rendez-vous à tout le monde pour les journées de l'AFA, les présentations scientifiques qui commenceront mercredi prochain à 9 h. Merci, au revoir. Au revoir, merci à tous.